Chers intervenants, chers amis de la Maison Heinrich Heine, ici présents dans la salle Alfred Grosser et devant vos écrans. Bienvenue à notre table ronde organisée en collaboration avec l'association ARI, c'est l'association Réalité et Relations Internationales et le site Boulevard Extérieur. Le thème de ce soir est des plus actuels car il porte sur l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne face aux défis de la géopolitique et de l'environnement. L'invasion russe en Ukraine, tout en mettant brutalement un terme aux illusions des dividendes de la paix, a jeté une lumière crue sur la vulnérabilité de l'Union européenne en matière énergétique, liée notamment à son extrême dépendance face aux livraisons d'hydrocarbures russes, 49% pour le gaz, 25% pour les pétroles importés. Selon Franz Timmermans, vice-président exécutif de la Commission, celle-ci représente 100 milliards d'euros par an, une imposante contribution à l'effort de guerre de Vladimir Poutine. Cette crise des approvisionnements s'ajoute, de plus grave, à celle générée pour le sud de l'Union européenne par la fermeture en novembre 2021 du gazoduc qui relie l'Algérie à l'Espagne en transitant par le Maroc. Cette fermeture fait suite à la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat. Dans sa recherche fébrile de sources alternatives d'approvisionnement, l'Union européenne, qui se voulait très en pointe en matière de respect des droits de l'homme et de transition écologique, est amenée pour l'instant à conduire une politique pragmatique, entre guillemets, éloignée des ambitions qu'elle affiche. Ce revirement se manifeste à deux niveaux. Des fournisseurs potentiels jusque-là considérés comme modérément fréquentables font l'objet des sollicitations européennes comme de celles des États-Unis et de la Turquie. Le charbon connaît un regain d'intérêt en Europe et le gaz liquéfié américain, obtenu par le fracking, une technique largement décriée, est importé en quantité de plus en plus importante dans l'Union européenne, alors que les effets des bouleversements climatiques sont de plus en plus visibles et brutaux. On peut observer au passage qu'en Allemagne, le Parti des Verts allemand est confronté au premier chef à ce paradoxe en la personne de son ministre de l'économie, Robert Habeck. Les réactions à court terme de l'Europe vont de toute évidence à l'encontre de l'urgence climatique. À moyen terme, l'Union européenne pourrait-elle assurer son approvisionnement énergétique en défendant ses valeurs et en respectant ses objectifs climatiques? Le plan Repower Europe, présenté hier par la Commission et qui prévoit 210 milliards d'euros d'investissement à l'horizon 2027, va-t-il dans le bon sens? Pour évoquer ces questions, nous avons fait appel à d'éminents spécialistes que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Alexandre Joly est responsable du pôle énergie au cabinet de conseil en stratégie carbone qui fait les références sur les enjeux énergie et climat. Monsieur Félix Mattes est responsable du pôle politique, climatique et énergétique à l'Eco-Institut, très connu de Fribourg, Institut allemand de recherche sur l'environnement. Monsieur Thomas Pellerin-Carlin est directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Il a également des activités d'enseignement au Collège d'Europe, à Sciences Po et à la Sorbonne. Et le débat sera animé par David Capitan, président de ARI et professeur de droit public à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je lui passe la parole. Madame la directrice, chère Christiane, merci beaucoup de l'organisation de cette conférence dans la série que nous organisons ensemble avec la Maison Heinrich Heine, ARI et Boulevard Extérieur
sur l'Europe et spécifiquement dans cette maison sur la manière dont la relation franco-allemande s'inscrit au sein de l'Union européenne. Le thème qui nous occupe, vous l'avez rappelé, est celui de l'énergie aujourd'hui, de l'approvisionnement en énergie, et vous avez bien montré le caractère très complexe de la manière dont cette question se pose aujourd'hui. La question de l'énergie a été longtemps examinée sous l'angle des sources d'énergie. Fallait-il favoriser telle ou telle source d'énergie? C'est d'abord l'énergie nucléaire qui a été beaucoup critiquée, pour laquelle on a cherché des alternatives. Plus récemment, la question du climat est arrivée dans l'opinion publique au premier plan des préoccupations, ce qui, dans l'opinion publique, est encore relativement récent, mais bien impliqué. Les contentieux environnementaux ont été aussi, à cet égard, très médiatisés. La crise du Covid et le plan de relance a aussi été utilisé pour développer un Green Deal en faveur d'une lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, ce paysage déjà mouvant a été rendu plus complexe encore par la guerre en Ukraine. Et vous le rappeliez d'ailleurs, au-delà de cette difficulté géopolitique à l'est de l'Europe, les rapports avec d'autres zones géographiques, et vous évoquiez le conflit entre l'Espagne et le Maroc, est également quelque chose qu'il faut garder en tête. Alors dans ce cadre général, ce sont évidemment des questions très nombreuses qui se posent, et le titre de la conférence de ce soir le montre bien, puisque c'est à la fois une question de géopolitique et une question d'environnement qui se pose. Il y a sur le long terme des questions d'environnement. Peut-on dépenser moins d'énergie? Quel type d'énergie faut-il utiliser pour répondre aux besoins qui sont les nôtres? Et puis plus pratiquement, nous avons sur le court terme la question de la gestion des difficultés d'approvisionnement énergétique qui sont dues aux sanctions qui ont été adoptées contre la Russie, qui fournissait les sources d'énergie d'une très grande partie de l'Europe. Et à cet égard, eh bien, on voit aussi combien la politique, au sens le plus strict, et notamment les sanctions qui sont adoptées par l'Europe, sont accueillies de manière variable selon les États membres de l'Union européenne en fonction des états de dépendance. Alors pour répondre à ces différentes questions, à ces différents focales que l'on peut retenir, le court terme, le long terme, la question du climat, la question des approvisionnements pour faire fonctionner la société, les énergies, bientôt chauffer les ménages, eh bien, je crois qu'il faudra faire le tour de ces différentes questions, et peut-être pourrions-nous commencer avec la question de l'approvisionnement selon le court terme, et pour réagir à la crise ukrainienne ou russo-ukrainienne. Et je voudrais me tourner dans un premier temps vers Thomas Pellerin-Carlin du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors, peut-être pour eh bien, nous donner quelques éclairages sur les questions à la fois politiques qui se posent à l'Europe, le défi qui est posé à l'Europe par cette situation, avec des États membres qui sont, comme je le disais tout à l'heure, dans des situations assez contrastées. Et puis d'autre part, quelles sont les solutions que l'Europe pourrait apporter? On a évoqué le fait d'acheter en commun du gaz. Il y a tout un marché de l'énergie qu'on a parfois du mal à comprendre en France, où, alors que nous produisons de l'énergie nucléaire, eh bien, on voit l'électricité qui monte parce qu'il y a un mécanisme européen de calcul du prix de l'énergie. Donc ce sont des questions sur lesquelles je crois que beaucoup de réponses pourraient être apportées. Dankeschön, merci beaucoup. Je suis ravi d'être de retour à la maison Heinrich Heine. C'est la première fois que je reviens depuis la crise de la Covid, donc ça, voilà, j'en suis très heureux. Pour vous parler de ce vaste sujet, je vais en fait développer 3 points. Je vais d'abord vous parler de sécurité. Ensuite, je vais vous parler de temporalité. Et enfin, je vais vous présenter des pistes de solutions. Tout d'abord, la question sécuritaire. En Europe, on a environ 25% de notre énergie qui provient de la Russie. On doit, en tout cas, on est engagé dans une dynamique qui nous amènera de ces 25% historiques à 0%. On ira de ces 25% à ces 0% plus ou moins vite, de manière plus ou moins volontaire, et de manière plus ou moins imposée par l'ogre du Kremlin, qui a déjà choisi de passer des mots aux actes, qui a arrêté de menacer les États membres de l'Union européenne de coupure d'énergie, mais qui l'a fait, pour la première fois,
le 27 avril dernier, en coupant le gaz à la Pologne, en coupant le gaz à la Bulgarie, et récemment en coupant l'électricité à la Finlande. Première fois dans l'histoire. Même à l'époque de la crise des euromissiles, dans les années 1980, l'URSS, de Brejnev et de ses successeurs, n'avait jamais coupé les livraisons de gaz à des États membres de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. Comment est-ce qu'on passe de ces 25% d'énergie russe aujourd'hui dans notre mix énergétique européen à zéro? On en passe déjà en comprenant l'enjeu de la sécurité énergétique. L'enjeu de la sécurité énergétique est souvent très mal compris. Il est très souvent présenté comme un enjeu d'approvisionnement en sources d'énergie, en gaz, en pétrole, etc. Cette vision-là est cohérente pour des entreprises qui visent à maximiser du profit et qui ne sont que dans une seule énergie, ce qui est le cas encore de la plupart des grandes entreprises, mais il n'a aucun sens pour nous, êtres humains normaux. Ce dont ma mère a besoin en hiver, c'est pas de gaz. Elle a besoin de chauffage. Elle a besoin d'un service énergétique qui chauffe son eau, qui chauffe son espace. Elle a aussi besoin, et moi aussi d'ailleurs, d'électricité pour d'autres services énergétiques, comme le refroidissement. Le refroidissement de l'été, quand il fait chaud, et avec la pré-canicule que nous sommes en train de vivre, l'été s'annonce assez incroyable. Aussi besoin de services de refroidissement pour nos aliments. Le frigo de ma mère, le frigo du supermarché où ma mère va acheter sa nourriture, et si on remonte aussi, peut-être éventuellement ces sortes de frigos qui servent à refroidir la soi-disant économie matérielle, donc les centres de données qui sont devenus des éléments essentiels de notre vie actuelle. Autre usage fondamental pour nous du système énergétique, c'est le transport. La capacité que nous avons à transporter des gens, transporter des marchandises. Et donc du coup, la manière d'aborder cet enjeu sécuritaire que nous pose Vladimir Poutine, c'est en se posant la question de comment est-ce qu'on peut assurer ces usages sans énergie russe. Une part de la solution, déjà, c'est de se poser la question de ces usages. Sont-ils vraiment si importants? Certains le sont. Transporter de la nourriture en camion entre une ferme et une ville comme Paris est évidemment essentiel à la vie humaine. Utiliser de l'énergie et notamment du pétrole pour transporter un ancien Premier ministre français pour qu'il puisse prendre un jet privé pour aller voter au premier tour des élections présidentielles, c'est probablement ce qu'on appelle en philosophie un besoin artificiel. Quelque chose qui n'est pas fondamentalement essentiel au fonctionnement de la société. Donc, ce moment-là est un moment qui nous oblige à nous poser la question des usages, de l'énergie. Un petit peu de la même manière dont, il y a 2 ans, sous la contrainte d'une autre menace, cette pandémie, nous nous sommes posé la question de ce qui était vraiment aussi essentiel. Et nous avons collectivement reconnu que nombre de métiers sont effectivement des métiers essentiels. Et nous avons organisé notre société, un petit peu dans la précipitation, pour faire en sorte que ce qui était essentiel puisse continuer à fonctionner le plus normalement possible. Donc quand on se pose cette question de la sécurité énergétique, se poser la question des usages. Avons-nous vraiment besoin de ça? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut assouvir ce besoin, cet usage? Par exemple, on a besoin de chauffer une maison, admettons. Cette maison, si elle est très mal isolée, on dépense énormément d'énergie pour la chauffer. Si on réussit à bien l'isoler, au bout de quelques semaines à quelques mois de travaux, on peut assurer la même température pour 10 fois moins de consommation d'énergie. Donc diviser par 10 la consommation de gaz, par exemple. Ultime point, quelles sont les autres sources d'énergie que le pétrole russe, le gaz russe, le charbon russe, que nous pouvons utiliser? Alors il y en a effectivement comme du pétrole et du charbon et du gaz pas russe, qui est étranger mais qui pose d'autres problèmes et qui coûtera dans tous les cas horriblement cher. Mais nous avons aussi beaucoup de sources d'énergie en Europe. Tout un ensemble de sources d'énergie qui peuvent assouvir ces besoins-là. L'énergie solaire qui peut fournir à la fois de la chaleur ou de l'électricité, qu'on peut utiliser pour faire de la chaleur par exemple, ou du froid. Toutes les sources d'énergie renouvelables ultra connues que sont les éoliens et les panneaux photovoltaïques, la géothermie,
les pompes à chaleur, etc. Donc nous avons aujourd'hui une gamme d'options technologiques extrêmement vaste. Et cette gamme d'options technologiques, ce n'est pas un don divin ni la création de la main invisible du marché, c'est le fruit d'années, de décennies de recherche, de chercheurs, d'ingénieurs et d'entrepreneurs qui ont pu développer toutes ces solutions que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Dernier point sur la sécurité énergétique, la question du prix. L'immense avantage du prix des énergies renouvelables, c'est qu'il est en baisse constante. L'immense désavantage du prix des énergies fossiles, notamment du pétrole et du gaz, c'est que ces prix-là sont extrêmement élevés et extrêmement instables. Ce qui est très mauvais d'un point de vue de sécurité énergétique. D'un point de vue de la sécurité énergétique, vous voulez un prix prédictible. Aujourd'hui, le prix des énergies fossiles est relativement imprévisible. Sur le pétrole, nous sommes actuellement dans une société qui bénéficie encore aujourd'hui d'un prix modéré du pétrole. Le prix du pétrole n'est pas élevé aujourd'hui. Le prix du pétrole aujourd'hui est autour de 100-110 $ le baril de pétrole. Il y a 10 ans, il était entre 100 et 120 $ le baril de pétrole pendant toute l'année 2011, toute l'année 2012, toute l'année 2013 et la première moitié de l'année 2014. Le prix du pétrole aujourd'hui est moins cher qu'il y a 10 ans. On a survécu aux années 2011, 2012, 2013 et 2014. Nous serons tout à fait capables de survivre aux années 2022, 2023, 2024 avec un prix du pétrole élevé. Ce prix du pétrole, probablement, à un moment, va redescendre. La dernière fois, période 2011-2014, ça a duré 3 ans et demi, pour vous donner ça comme point de référence. Donc il faut tenir pendant une période inconnue qui peut aller de 2 à 8 ans, mais prenons 3 ans et demi comme point de référence historique. Sur le gaz, l'histoire n'est pas du tout la même. Historiquement, moi quand j'ai étudié, on m'a enseigné qu'il y avait en gros 3 prix du gaz dans le monde. Il y avait un bas prix du gaz aux États-Unis, autour de 2 $, le MBTU, qui est une unité de gaz. Un prix modéré européen, qui était autour de 4 $, et un prix élevé asiatique, autour de 8 $. Alors pourquoi est-ce que le prix asiatique était aussi élevé? C'est parce qu'il dépend du gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié, c'est du gaz normal. C'est juste qu'on l'a refroidi à des températures extrêmement basses, de l'ordre de moins 163 degrés Celsius. On a consommé beaucoup d'énergie pour faire ça. Mais ça nous permet du coup de le mettre dans des bateaux et de le transporter tout au long, dans le monde entier. Ce gaz naturel liquéfié, il est du coup extrêmement cher. Et aujourd'hui en Europe, ce gaz naturel liquéfié est en train de devenir, en fait il est déjà devenu, depuis quelques mois maintenant, la première source d'approvisionnement en gaz de l'Union européenne. Depuis des mois, nous apportons plus de gaz naturel liquéfié que nous n'importons de gaz russe ou de gaz norvégien. Le gaz russe, nous en apporterons de moins en moins, là encore une fois, soit parce qu'on se prépare à le faire, soit parce qu'on subit les diktats ou les oukases, pour parler russe, de Vladimir Poutine. Et donc du coup, on devient de plus en plus dépendant du gaz naturel liquéfié, et aussi parce que le gaz norvégien est en train de disparaître, simplement parce que la ressource gazière n'est pas infinie. Et donc du coup, en dépendant du gaz naturel liquéfié, on est forcément sur des prix du gaz qui vont, pour toujours, ou en tout cas pour quelques décennies, rester 2 fois, 3 fois, 4 fois plus élevés que ceux à quoi on s'était habitué durant la décennie 2010. Et ça, c'est irréversible, au moins à l'échelle des cycles économiques. Avec un prix du gaz naturel liquéfié qui subit des chocs très régulièrement. Si vous avez un accident nucléaire au Japon, vous avez une augmentation du prix du gaz naturel liquéfié. Si vous avez un hiver froid en Chine, même conséquence. Si vous avez une sécheresse au Brésil, il y a moins d'eau. Et donc il y a moins d'eau pour produire de l'électricité. Et donc du coup, les Brésiliens achètent plus de gaz naturel liquéfié pour produire de l'électricité. Or, une sécheresse au Brésil, ce n'est plus quelque chose d'exceptionnel, c'est la nouvelle normalité de ce monde que les générations précédentes ont créé pour la mienne. Dans cette situation-là, comment est-ce que nous, on peut agir dans l'immédiat, dans le moyen terme, dans le long terme? Dans l'immédiat, c'est mon deuxième point, du coup, le point de la temporalité. Dans l'immédiat, sur le temps très court, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement.
Et il y a peu de problèmes de prix puisque nos États ont décidé de se lancer dans la plus grande politique de subvention aux énergies fossiles, probablement de l'histoire de nos pays. De dépenser, dans le cas français, 40 milliards, dans le cas italien, 30 milliards d'euros pour subventionner d'une manière ou d'une autre les énergies. On est sur des chiffres qui sont similaires au budget de la défense de la France et de l'Italie, par exemple. Et l'Allemagne, pareil aussi, a décidé de baisser les taxes sur le diesel et l'essence de 15 centimes et 30 centimes le litre, subventionnant du coup les énergies fossiles d'une manière que, je suppose, n'a jamais été faite dans l'histoire de ce pays. À moyen terme, on a un vrai risque pour passer l'hiver prochain. Il est temps, enfin moi je le dis depuis septembre dernier, mais je me répète, il est temps de sortir de ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Le déni. La volonté de ne pas voir la réalité parce que la réalité n'est pas belle à voir. On doit faire face à cette réalité. On a des vrais risques de coupure de gaz et d'électricité partout en Europe, notamment en France et en Allemagne, lors de l'hiver prochain. Il faut qu'on organise cela à l'avance pour limiter, pour mitiger au maximum les conséquences et aussi pour préparer les entreprises et les citoyens à faire ce qui devra être fait pour permettre que l'énergie arrive au secteur essentiel de notre société. Pour garantir, par exemple, qu'on ne coupe pas l'électricité à des familles qui ont un équipement médical qui a besoin d'électricité pour fonctionner. Pour vous donner cet exemple très concret. Sur le long terme, alors déjà, pourquoi est-ce que je vous parle de long terme ? Parce que, et ça je le dis en me basant sur les travaux d'anciens militaires comme le général Olivier Kempf, la guerre en Ukraine, ou plutôt la deuxième invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, nous amène à une guerre, ce qu'on appelle une guerre symétrique. Et une guerre symétrique, c'est une guerre longue. C'est une guerre où on a deux parties qui s'affrontent et qui ont une symétrie dans la puissance. Cette guerre-là, elle se termine soit lorsque une des deux parties réussit à prendre l'ascendant sur l'autre, comme l'armée du Kaiser en 1917 au front de l'Est réussit à prendre l'ascendant sur l'armée du tsar russe au bout de 3 ans de guerre, ou comme l'armée française en juillet 1918 réussit, après 4 ans de guerre, sur le front de l'Ouest, à prendre l'ascendant sur l'armée allemande. La deuxième manière dont une guerre symétrique se termine, c'est par épuisement complet des populations. Dans l'histoire allemande, on a une guerre qui s'est terminée comme ça. C'est la guerre de 30 ans, qui, comme son nom l'indique, a duré 30 ans, et a tué environ un tiers de la population de ce qu'était à l'époque la partie germanique du Saint-Empire romain. Plus récemment, on a eu une autre guerre symétrique, que moi j'ai pas connue, je suis né juste après, qui est la guerre Iran-Irak, qui aura duré 8 ans et tué 1 million de personnes. Ce scénario-là est malheureusement le scénario le plus probable aujourd'hui, militairement. C'est une guerre d'attrition. Dans cette guerre d'attrition, pour la gagner, Vladimir Poutine a besoin d'argent, il a besoin de notre argent. Actuellement, quand on donne 1 euro à l'Ukraine pour l'aider, assistance militaire, assistance humanitaire, on donne entre 20 et 40 euros à Vladimir Poutine pour acheter son pétrole et son gaz. Si on ne regarde pas les mots des Européens, mais leurs actes, nos actes sont des actes de soutien à la guerre de Poutine contre la nation ukrainienne. C'est là que va notre argent. Donc du coup, sur le long terme, on est dans une situation où on a besoin évidemment d'arrêter ça si on veut ne pas être complètement hypocrite trop longtemps, si on veut arrêter cette hypocrisie qui dure depuis 2014, depuis la première invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. La guerre au Donbass, aujourd'hui, n'est pas en train d'entrer dans son 3e mois, mais dans sa 9e année. Et entre 2014 et 2021, 5000 soldats ukrainiens sont morts durant cette guerre au Donbass. Pour vous donner une perspective, c'est à peu près 10 fois plus que le nombre de militaires français qui sont morts en opération depuis la fin de la guerre d'Algérie. Donc nous sommes dans cette guerre longue. Que faire ? 3e et dernier point. Sobriété, efficacité, renouvelable et diversification raisonnable. C'est à mes yeux les 4 options qu'il faut explorer aujourd'hui et mettre en œuvre. La Commission européenne, hier, a proposé à peu près ça. À ma grande surprise, j'ai lu le document et j'étais positivement surpris par ce que fait la Commission européenne, ça m'arrive rarement. Mais voilà, j'en étais heureux. Alors la sobriété énergétique, qu'est-ce que c'est ?
La sobriété énergétique, c'est de réduire notre consommation d'énergie par des changements de comportement individuel et collectif. Changement de comportement individuel, c'est, par exemple, quand je suis invité à parler à la télé, je prends le métro et pas le taxi. Parce qu'un taxi, ça consomme beaucoup plus d'énergie qu'un métro. À titre personnel, pour d'autres raisons, j'ai arrêté de prendre l'avion depuis, pour des raisons personnelles depuis 2018 et professionnelles depuis 2019. Considérez aussi que la bonne température chez soi en hiver, c'est la température où on se sent bien non pas en t-shirt, mais en pull. Ça aussi, c'est un acte de sobriété énergétique. La sobriété énergétique, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est nouveau dans nos débats politiques et médiatiques, surtout en France, pas encore en Allemagne. C'est quelque chose qui a déjà été fait par le passé. On l'a fait en 1973. En tout cas, après 1973, l'Allemagne de l'Ouest et les autres pays de l'Ouest de l'Europe, les Pays-Bas, l'Italie, la France, ont mis en place des politiques de sobriété énergétique. Une d'entre elles, c'est la réduction de la vitesse sur les autoroutes. Ou plutôt la mise en place d'une limite de vitesse sur les autoroutes dans la France et les Pays-Bas de l'époque, et peut-être un jour dans l'Allemagne réunifiée, sait-on jamais. Pourquoi ? Parce que si vous roulez à 130 km/h, vous consommez beaucoup plus d'énergie que si vous roulez à 110 km/h. Vous consommez à peu près 15% de plus d'énergie. Et je ne parle même pas des gens qui roulent à 170 ou 180 ou 200 km/h. Il y a un pays dans le monde qui est une grande démocratie, qui est un pays très développé technologiquement, qui a fait une grande campagne de sobriété énergétique il y a 10 ans, c'est le Japon. Au Japon, après l'accident de Fukushima, ils ont arrêté la production nucléaire pour des raisons de sûreté et ils ont mis en place une grande campagne de réduction de la consommation d'électricité. Ils ont réussi à la réduire de 15%. Je reviens sur notre dépendance aux énergies russes de 25%. Vous voyez que si on fait des choses d'une ambition japonaise, on passe de 25% à 10% déjà. La Commission n'est pas aussi ambitieuse que ça, elle propose 5%, mais c'est déjà le programme politique le plus ambitieux que j'ai lu depuis que des missiles ont commencé à tomber sur la tête de mon ami Andrei à Kiev. Donc c'est déjà une bonne chose. Deuxième point, l'efficacité énergétique. Rénover les bâtiments. Vérifier aussi qu'on ne surchauffe pas l'eau dans les bâtiments. Améliorer des process énergétiques aussi dans les entreprises, dans les secteurs des services, comme les hôtels, les écoles, les bases militaires aussi, etc. Troisième point, le déploiement des énergies renouvelables. Traiter, enfin, les énergies renouvelables pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un enjeu stratégique, un enjeu d'indépendance nationale. Ou, comme ce qui a été dit récemment en Allemagne, les énergies de la liberté. Parce que Poutine peut nous couper le gaz, mais pour l'instant, il n'est pas encore capable d'arrêter le vent de souffler sur la mer du Nord ou le soleil de rayonner sur l'Occitanie. Pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, il faut un déploiement massif. Il ne faut pas faire un peu plus que ce qu'on avait prévu. Il faut que l'on fasse sur ces solutions-là ce qu'on a fait il y a 2 ans sur les tests Covid, où on est passé de environ 1000 tests, quelques milliers de tests Covid administrés chaque jour, à quelques millions de tests Covid administrés chaque jour. Et ça, là encore une fois, ça se fait pas par la grâce divine ou par la main invisible du marché, ça se fait par l'organisation des sociétés. Sur toutes les chaînes de valeur, des entreprises privées qui produisent ces tests et qui innovent pour développer de nouveaux tests, aux pharmaciens, aux professions libérales qui administrent ces tests, aux plateformes numériques, aux laboratoires d'analyse qui vont pouvoir analyser les tests et transmettre l'information, et finalement à tout le monde, à chacune et chacun d'entre nous qui un jour est allé subir un test nasal pour vérifier qu'on n'avait pas le Covid avant le 1er de l'an ou avant Noël. Dernier point, et c'est vraiment le moins important, c'est la diversification raisonnable. Oui, on ne pourra pas passer de 25% à 0% d'énergie russe du jour au lendemain. Ou plutôt, je vais reformuler, on peut, mais on choisira de ne pas. Parce que nous sommes encore trop attachés à une vision biaisée d'un confort, et que, pour l'instant en tout cas, nos sociétés européennes ont choisi de ne pas payer le prix qui doit être payé pour préserver la liberté de l'Ukraine et la paix en Europe. Et donc du coup, on aura probablement besoin effectivement d'augmenter nos importations de gaz et de pétrole venant de l'étranger, mais il faut que cette diversification soit raisonnable. Je pense qu'on aura le temps d'en parler, donc je vais m'arrêter là et je vous remercie pour m'avoir écouté. Merci.
Merci beaucoup pour cette introduction sur la problématique qui nous intéresse ce soir, pour les différents débuts de solutions que vous nous avez indiquées dans la multiplication des sources d'énergie, dans la diminution aussi de la consommation d'énergie. Je voudrais me tourner dans un deuxième temps vers Félix Mathès, le Co-Institute, peut-être pour nous exposer quelle est sa vision de ces questions et de la manière dont la crise actuelle que nous rencontrons, qui rend l'énergie plus rare, eh bien, pourrait permettre de répondre à des défis de plus long terme en matière de production énergétique et de protection du climat. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank für die Begrüßung. Das ist auch bei mir eine der ersten Dienstreisen und ich hatte gestern ein ganz besonderes Erlebnis. Als der Zug in Straßburg über die deutsch-französische Grenze fuhr, sang der Schaffner ein Lied, dass wir jetzt zurückkommen in das Gebiet, wo man ohne Masken sein darf. Wir bewegen uns ja in Deutschland in Zügen und in der Straßenbahn und im Bus weiterhin mit der Maske. Und das war vielleicht so ein bisschen ein Symbol, dass wir in einem Europa leben, was Werte teilt, aber offensichtlich nicht alle Praktiken. Und vielleicht ist das ein Symptom dafür, wo wir uns befinden. Weil wir befinden uns seit dem 24. Februar in einer neuen Welt. Und ich will versuchen, Ihnen in 4 Gedankengängen darzustellen, wie ich diese neue Welt sehe. Und als guter preußischer Protestant, ich bin ja in Berlin und nicht in Freiburg, das ist auch ein kleiner kultureller Unterschied in einem großen Land, sage ich Ihnen auch gleich zu Beginn, was diese 4 Gedankengänge sind oder welche Themen sie betreffen. Das erste ist die europäische Perspektive, nämlich die Frage, wo kommen wir her und was stimmt eigentlich noch von unserer alten Welt? Der zweite Gedankengang, der zweite Exkurs ist, worum geht es in dieser Krise eigentlich und worum geht es eigentlich nicht? Weil wir haben die Versuchung, in dieser Krise alle Themen wieder aufzuwärmen, in denen wir uns schön gemütlich eingerichtet haben, auch in den Konflikten. Das muss aber nicht notwendigerweise der Themenbereich sein, um den es wirklich geht. Der dritte Exkurs, in dem geht es um das Zauberwort der Diversifizierung. Die Diversifizierung ist das Wort, was wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren sehr oft benutzen werden und über das wir uns klar werden sollten, über das wir nachdenken müssen. Und das vierte, das letzte, und da schließt sich dann der Kreis wieder ein bisschen beim Thema Europa. Wenn man sich das alles klar macht, was bedeutet das eigentlich längerfristig für den Weg nach vorn? Nummer 1. Wo kommen wir eigentlich her? Wenn man sich europäische Energie- und Klimapolitik anguckt, und da gibt es, glaube ich, einen Unterschied zwischen Energiepolitik, die ja Sache der Mitgliedstaaten ist. Da haben wir solche schönen Themen wie Kohle in Deutschland und Kernenergie in Frankreich. Wir haben die Wettbewerbspolitik, die ist eine europäische Sache. Und wir haben die Klimapolitik, die ist eine zunehmend europäisierte, es ist ein zunehmend europäisiertes Thema. Und die Energiepolitik der letzten Jahre ist sehr stark geprägt worden durch einerseits den Klimaschutz, Klimaschutzpolitik in allen Facetten, nicht in allen Facetten ausreichend intensiv, und zweitens den europäischen Binnenmarkt. Und das Interessante ist, was wir gerade in diesen Tagen erleben, ist, dass wir uns klar wird, dass die Voraussetzungen für einen funktionierenden europäischen Binnenmarkt, bei dem man einen großen Teil der Regeln dieses Binnenmarkts, dieses wettbewerblichen Binnenmarkts auch nach außen weitergeben will, dass der auf einmal nicht mehr in allen Facetten stimmt. Weil Wettbewerb und Markt beruhen immer darauf, dass es Regeln gibt, an die man sich hält. Und was am 24. Februar passiert ist, dass ein starker Spieler nicht im europäischen Binnenmarkt, der aber für den europäischen Binnenmarkt eine große Rolle spielt,
klar zu erkennen gegeben hat, dass er sich nicht mehr an die Regeln halten will. Und das ist eine fundamentale Änderung. Und leider haben wir in der Folge auch in den Diskussionen zur Bewältigung der Krise im Bereich der Europäischen Union eine Tendenz, dass sich viele Länder auf einmal auch nicht mehr an Regeln halten wollen, die wir uns gegeben haben. Dass wir nämlich fossile Energie nicht subventionieren, dass wir in Märkte nur in Notfällen eingreifen, dass wir grenzüberschreitende Regelungen immer so gestalten, als ob sie innerstaatliche Regelungen werden und dass wir versuchen, uns nicht zu erpressen. Und wenn Sie sich die Nachrichten der letzten Tage angesehen haben, Stichwort Ungarn, Stichwort Strommarkt, Stichwort Versorgungssicherheit, Stichwort Subventionen, sind wir im Moment in einer Entwicklung, wo viele der Regeln, die wir uns mal gegeben haben, auf einmal nicht mehr zu gelten scheinen. Und das ist die eigentlich gefährliche Entwicklung in der Binnenmarktpolitik. Das heißt, wie gehen wir um in der deutschen Antwort, in der französischen Antwort, in der europäischen Antwort auf die Situation, dass es starke Spieler gibt, die sich nicht mehr an die Regeln halten wollen. Und was bedeutet das eigentlich für Wettbewerb und Binnenmarkt? Was bedeutet das für politische Verfahren, die wir haben? Komme ich ganz zum Schluss nochmal drauf zurück. Bei der Klimapolitik hat sich wenig geändert und auch erkennbar wenig geändert. Wenn Sie sich die Vorschläge von gestern ansehen, wenn Sie sich ansehen, was in vielen Staaten gemacht wird, bei vielen Dingen, die es da zu kritisieren gibt, sind das in den meisten Sachen, in den meisten Facetten Dinge, die wir langfristig sowieso machen müssen. Und von daher glaube ich, und das ist auch richtig so, mit ein paar kleinen Ausnahmen, die Europäische Union macht im Moment so ein paar unsinnige Dinge beim europäischen Emissionshandel, aber das ist ein Nebenproblem. Da hat sich an den Koordinaten der Klimapolitik nicht viel geändert. Es wäre auch schlimm, wenn das anders wäre. Weil das Klimaproblem, was ja ein ganz wesentliches Problem ist, geht ja nicht weg, weil Herr Putin Amok läuft. Das Problem bleibt ja und es muss gelöst werden. Und eine Strategie, die sagt, wir müssen jetzt Krise managen und die Weltrettung muss warten, ist verantwortungslos, weil wir haben schon zu lange gewartet. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Nummer 2. Worum geht es in der Krise eigentlich wirklich? Das ist schwierig, da eine generische Antwort zu geben, aber im Kern ist diese Versorgungssicherheitskrise ja eine Krise bei Öl und Gas. Sie ist nicht so ein großes Thema bei Kohle, sie ist kein Thema bei Kernenergie und sie ist eigentlich auch kein Thema bei Strom. Die Frage dieser Krise ist doch nicht, dass der Strom ausfällt. Wir haben kein Stromproblem. Deutschland versorgt im Moment einen großen Teil Frankreichs, weil hier ganz viele Kernkraftwerke ausgefallen sind. Das heißt, wir sind in der Lage, im Stromsystem viele, viele Probleme zu lösen. Und wir haben kein Stromproblem. Erdgas spielt weder in Frankreich noch in Deutschland in der Stromwirtschaft eine große Rolle. Und deswegen ist der Reflex, der politische Reflex, der irgendwie auch zur Folklore gehört, dass wir bei der Versorgungssicherheitskrise bei Öl und Gas sofort anfangen, über Kohle und Kernenergie zu diskutieren. Das kann man und soll man auch immer machen und da bin ich auch immer fröhlich dabei. Es hat nur wenig mit der Krise zu tun, weil die Krise betrifft Öl und Gas. Und das Schmerzhafte dabei ist, dass damit Sektoren betroffen sind, um die wir uns bisher immer rumgemogelt haben. Und zwar in Deutschland wie in Frankreich. Da geht es nämlich um den Verkehrssektor, da geht es um die Gebäude und die Wärme und es geht um die Industrie. Und wir haben, und das sind schwierige Felder, und wir haben in den bisherigen Bemühungen bei Energiepolitik und auch bei Klimapolitik uns aus guten und schlechten Gründen im Wesentlichen auf den Strom fixiert. Und jetzt haben wir eine Versorgungskrise bei Öl und Gas und auf einmal merken wir, wo die Defizite von Energiepolitik sind. Nämlich, dass wir Autos haben, die Öl verbrauchen und zu viel Öl verbrauchen, dass wir zumindest auf den deutschen Autobahnen zu schnell fahren, dass wir Gebäude haben, die zu viel Gas verbrauchen und dass wir eine Industrie haben, deren ganzes Grundkonzept darauf beruht, billiges russisches Erdgas zu haben.
Und alles das wird nicht mehr stimmen. Und deswegen geht es in dieser Krise eigentlich um sehr schmerzhafte Lösungen und sehr anspruchsvolle Lösungen in Bereichen der Energiepolitik, die wir bisher zu oft und zu umfangreich ignoriert haben. Das ist nicht überraschend, weil nach dem Kohleausstieg in Deutschland, der nach wie vor um das Jahr 2030 herum passieren wird, das, glaube ich, kann man relativ robust annehmen, werden diese Herausforderungen, die wir haben im Bereich der Energiepolitik zwischen Frankreich und Deutschland, gar nicht mehr so unterschiedlich sein. Weil wir müssen uns beide um die Autos kümmern, wir müssen uns beide um die Gebäude kümmern und wir müssen uns beide um die Industrie kümmern. Und wir werden uns nicht mehr damit rausreden können, dass wir unterschiedliche Auffassungen zu Kernenergie, erneuerbaren Energien und Kohle haben. Das ist ein Folklore-Thema von gestern. Das wird verschwinden. Und das eigentliche Thema wird ein anderes sein. Und deswegen glaube ich, dass, wenn man sich das aufmerksam betrachtet, wir uns auf die Dinge fokussieren müssen, die wirklich wichtig sind. Und da sind die Zeithorizonte erwähnt worden. Wir haben im Moment in den nächsten Monaten vor allen Dingen ein ökonomisches Problem. Das ist im Moment bereits da in der Industrie. Das wird im nächsten Jahr kommen bei den privaten Haushalten, wenn nämlich die erhöhten Gaspreise auf die Gebäudewärme, auf die Heizungsrechnung durchschlagen. Das schlägt bei uns immer erst im nächsten Jahr durch. Und das wird dann eben zu einer Situation führen, dass eine Familie mit 4 Familienmitgliedern, die in einem schlecht isolierten Haus wohnen, nächstes Jahr eine zusätzliche Heizkostenrechnung haben werden von 1.500 bis 2.000 Euro. Und ich habe mir vor 5 Jahren ein schönes Passivenergiehaus gebaut. Für mich bedeutet Putin im Jahr 150 Euro mehr Kosten. Also nicht 1.500, sondern 150. Das heißt, wir laufen in eine Situation rein, wo es zunächst erstmal ökonomische Probleme gibt. Das sind noch keine Versorgungssicherheitsprobleme, das sind ökonomische Probleme. Das Gute bei ökonomischen Problemen ist, man kann sie mit Geld lösen. Das Geld kann man notfalls drucken, kann man notfalls Schulden machen, man muss es nur wollen. Das ist sicherlich an die Adresse der Deutschen das große Problem, dass wir wegen der deutschen Weigerung, europäische Schulden aufzunehmen, jetzt auf einmal zusätzliche Zertifikate im europäischen Emissionshandel auf den Markt werfen und damit Emissionen erhöhen, um Geld zu generieren. Ja, das ist sozusagen ein Ergebnis von deutscher Finanzpolitik. Es ist aber lösbar. Das große Problem ist in den nächsten 2 bis 3 Jahren, wenn es wirklich zur Unterbrechung der Versorgung kommen wird. Wir wissen nicht, wann das kommt, wir wissen nicht, wie das kommt, wir wissen aber, dass es kommen kann. Es muss nicht kommen, es kann kommen. Da muss man einfach nüchtern sehen, dann sind wir in der Situation von Krisenmanagement, dann sind wir in einer Welt, wo Politik Appelle an die Bevölkerung richten wird, die Heizung runterzudrehen. Das ist eine Welt, in der wir wichtige energieintensive Industrien abschalten werden. Das ist die Situation, das ist Krisenmanagement der härtesten Sorte. Wie gesagt, wir haben das in Ansätzen schon. Ich wohne ja in Berlin und wir diskutieren viel über Gas. Wir haben aber die Versorgung von Ostdeutschland aus 2 Raffinerien, die beide 2 große Nachteile haben. Erstens sind die mit Pipelines an Russland angebunden. Und zweitens verarbeiten die russisches Öl und können anderes Öl gar nicht richtig verarbeiten. Das heißt also, wir haben es auch, und das ist ein Symbol für europäische Politik, als auch es nicht mit Problemen zu tun, die überall gleich sind, sondern möglicherweise mit Problemen und Herausforderungen bei Versorgungsunterbrechen, bei denen es große regionale Unterschiede gibt. Wenn russisches Öl aus den Pipelines nicht mehr verarbeitet wird, und das wird jetzt in den nächsten Monaten die Zeit sein, wird man sich sehr anstrengen müssen, Diesel und Heizöl und Benzin vom Rhein nach Ostdeutschland zu bringen. Das heißt, die deutsche Regierung mietet im Moment alle Tankzüge, die es in Europa gibt, an, um aus den Raffinerien am Rhein einen Teil von Ostdeutschland zu versorgen. Das ist Krisenmanagement, das bleibt Krisenmanagement. Das ist aber alles auch lösbar,
Wir müssen nur aufpassen, dass wir in dieser Phase, und ich würde das, wenn es wirklich zu Versorgungsunterbrechung kommt, das ist ein Tal des Todes, durch das wir durch müssen, dass wir da nicht Strukturen zerstören, die langfristig wichtig sind. Und das ist die eigentliche Herausforderung der physischen Versorgungssicherheit. Da geht es nicht mehr nur um ökonomische Probleme, die man mit Geld zudecken kann, die man mit Geld auch lösen kann, auch mehr oder weniger sinnvoll. Es gibt ja da Verrücktheiten in Ihrem Land und in meinem Land. Aber wir müssen aufpassen, und das ist die eigentliche Herausforderung, dass wir in diesen nächsten 2 bis 3 Wintern nicht Strukturen und Strategien zerstören, die uns langfristig das Handeln nicht mehr möglich machen. Drittens, das Zauberwort der Diversifizierung. Es gibt in der neoklassischen Wirtschaftstheorie die Überlegung, dass Anpassungsgeschwindigkeiten unendlich sind. Anpassungsgeschwindigkeiten sind nicht unendlich. Von 50% Gas und von 30% Ölimporten aus Russland kommt man nicht über Nacht weg. Das sind längere Zeiten, das sind längere Anpassungsprozesse. Und das heißt, wir werden nicht eine Strategie verfolgen können, die heißt, wir sind autark, sondern wir werden uns resilienter aufstellen müssen. Das Zauberwort heißt Diversifizierung und Resilienz. Das heißt, dass wir nie wieder von einem Lieferanten so abhängig sein dürfen, dass er uns erpressen kann. Das heißt nicht, dass wir kein Öl und kein Gas von wo auch immer mehr wir importieren können, sondern wir dürfen nie wieder so abhängig sein von einem Lieferanten, dass der uns erpressen kann. Und deswegen muss man auf 2 verschiedenen Ebenen diversifizieren. Kurzfristig, und das ist leider kurzfristig eine der wenigen Optionen, werden wir insbesondere Gasversorgung diversifizieren. Wir werden LNG-Terminals in Deutschland bauen. Das sind alles Stranded Assets, die werden keine 15 Jahre lang betrieben werden können. Das ist aber eine Versicherungsprämie, die wir bezahlen werden müssen. Und die 3 Milliarden Euro, die die Bundesregierung da investiert, die kann man bedauern oder nicht, aber wir werden Quellen diversifizieren müssen. Das Angebot an Erdgas im globalen Markt ist auch nicht unendlich. Das heißt, wir werden aber aus anderen Quellen Erdgas beschaffen können. Und wenn wir das kombinieren mit der anderen Diversifizierung, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen will, dann ist das eine machbare Aufgabe in den nächsten 3 bis 4, 5 Jahren. Da gehört dann auch europäische Solidarität und Austausch dazu, weil eins ist auch richtig, wir importieren in Deutschland jede Menge russisches Gas. Wir reexportieren aber auch einen sehr großen Anteil dieses russischen Gases. Deswegen ist das zum Beispiel gar nicht so einfach zu sagen, sind das jetzt 55% oder 40%, weil wir etwa ein Viertel des nach Deutschland importierten Gases wieder reexportieren in andere europäische Staaten. Ich weiß gar nicht, inwieweit Frankreich davon betroffen ist, aber ich vermute mal, das ist ja auch ein Thema. Also das heißt, wir müssen die Quellen diversifizieren. Wir werden in 20 Jahren wegkommen von Erdgas. Wir werden in 20 Jahren wegkommen von Öl, aber eben nicht morgen. Und deswegen müssen wir die Versorgung diversifizieren. Das ist aber, und da komme ich ganz zum Schluss nochmal drauf zurück, keine Aufgabe, die sich nur auf Erdöl und Erdgas bezieht, sondern wir haben eine große Diskussion. Ich bin ja auch Mitglied des Nationalen Wasserstoffrats in Deutschland, wo Wasserstoff eine große Rolle spielen wird. Wir werden auch bei Wasserstoff, wo Importe eine große Rolle spielen werden, niemals wieder in eine Situation kommen sollen, in dem wir von einem Lieferanten abhängig und erpressbar sind. Das heißt also, auch im Hochlauf der neuen Energien werden wir das Thema der Resilienz adressieren müssen über Diversifizierung. Das zweite und wahrscheinlich wichtigere Thema der Diversifizierung, das ist eben auch schon gesagt worden, ist die Diversifizierung der Energieträger. Energieeffizienz ist ein ganz großes Thema. Das kommt im Markt auch an. Sie haben das vielleicht gesehen. Die Förderprogramme in Deutschland zur Häuserisolierung laufen total aus dem Ruder, weil ganz viele Leute anfangen, ihre Häuser zu dämmen. Und was wir noch nie gehabt haben, dass diese Förderprogramme jetzt in einen Stop-and-Go-Modus gehen, weil die Nachfrage nach der Effizienzerhöhung in Gebäuden explodiert. Und wie gesagt, wir haben auch in vielen, vielen Kontexten Diskussionen, wie lange man sich den Putin-Kessel im Keller noch leisten will.
Also ein Teil des Krisenreaktionsprogramms, des dritten Krisenreaktionsprogramms, ist ja, dass man in Deutschland das Verbot von Gaskesseln nochmal um ein Jahr vorgezogen hat. Also das heißt, wir werden Energieeffizienz ganz nach vorne stellen müssen. Elektrifizierung ist ein ganz großes Thema, Wärmepumpen, Elektromobilität. Wir haben in einzelnen Bundesländern in Deutschland im letzten Jahr 20% der neu zugelassenen Fahrzeuge als Elektrofahrzeuge gehabt. Wir sind da in einem exponentiellen Wachstumsprozess. Das heißt also, neben ganz viel Energieeffizienz werden wir Elektrifizierung als ein ganz großes Thema haben. Die Nachfrage nach Wärmepumpen explodiert im Moment, die Nachfrage nach Elektroautos explodiert im Moment. Wir sehen an ganz vielen Industrieunternehmen, die früher gesagt haben, bestimmte Dinge gehen gar nicht elektrisch, die auf einmal elektrische Anwendungen bringen. Und das dritte Thema ist Wasserstoff. Das ist nochmal ein abendfüllendes Thema selber. Auch damit können wir am Ende des Tages dann Erdgas und Erdöl ablaufen. Und all das, weil Elektrifizierung so eine große Rolle spielt, wird nur funktionieren in Deutschland, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich schneller geht. Wir haben da neue Ziele, wir haben neue Instrumente, wo in den Gesetzestexten auch Veränderungen inzwischen drinstehen, die völlig neu sind und die Lage verändern. Wir haben jetzt ja nicht nur dieses berühmte Wort vom FDP-Vorsitzenden Lindner, der gesagt hat, wir waren früher immer skeptisch bei erneuerbaren Energien, aber für uns sind das jetzt Freiheitsenergien. Kann man über den Sinn solcher Narrative streiten, aber es zeigt so ein bisschen den Sinneswandel. Aber wir haben im Gesetzgebungsprozess, den wir im Moment haben, zur Förderung der erneuerbaren Energien, die Definition, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im überwiegenden öffentlichen Interesse ist. Das kann man jetzt für Lyrik halten. Das ist aber für die vielen Gerichtsverfahren, für die vielen rechtlichen Auseinandersetzungen, die es da gibt, eine völlig neue Lage. Wenn nämlich etwas gesetzlich als im überwiegenden öffentlichen Interesse definiert ist, dann dominiert der Ausbau der erneuerbaren Energien eine Vielzahl von Eingriffen in Besitzstände. Es ist eine fundamentale Änderung, die da vollzogen worden ist. Und das wird vieles beschleunigen. Da gibt es noch viel zu tun, aber das ist der Kern der Debatte, der Diversifizierung, weil Strom eben so eine große Rolle spielen wird längerfristig. Viertens, was bedeutet das für den längerfristigen Weg nach vorn? Und hier auch nochmal 4 Gedanken. Erstens, fast nichts, also nicht 100%, aber 95% von dem, was wir bei der Energiewende auf dem Programm hatten, ist nach dem 24. Februar falsch. Fast nichts. Es werden längerfristig einige Sachen konvergieren. Energieeffizienz, erneuerbare Energien werden längerfristig sowohl zur Resilienz beitragen als auch zum Klimaschutz. Wir haben die Frage von Erdgas- und Übergangsprozessen in der Stahlindustrie. Da gibt es ein paar Reibungspunkte, aber fast nichts von dem, was auf der Agenda war, ist obsolet. Und deswegen muss man da auch Kurs halten. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe für die nächsten 3 Jahre, dass wir keine politische Figur bekommen, die heißt, wir müssen jetzt die Krise managen und die Weltrettung muss wieder einmal warten. Und die Weltrettung, die kann nicht warten. Zweitens, und das ist vielleicht eine überraschende Debatte, diese Krise, die im Moment eine Energiekrise ist, aber eigentlich eine sicherheitspolitische Krise und eigentlich eine geopolitische Krise, wird radikale Konsequenzen haben für die Industriepolitik. Weil die Tatsache, dass wir nie wieder abhängig sein sollten von einem Lieferanten, das gilt natürlich nicht nur für Öl, Gas und Kohle. Das gilt auch für andere strategische Rohstoffe. Das gilt aber auch für strategische Güter. Und die Neuauflage der Ukraine-Krise heißt eben Taiwan. Und dann kommt China ins Spiel. Und dann ist die Frage, können wir uns aus Resilienzgründen eine Situation erlauben, wo wir 90% unserer Photovoltaikanlagen, die wir brauchen und die den Kern des Aufwuchses der erneuerbaren Energien bilden, aus China importieren? Klare Antwort, nein. Das bedeutet aber, dass wir Glasproduktion in Europa brauchen. Das bedeutet, dass wir Stahlproduktion in Europa brauchen.
Das heißt, dass wir grüne Glasproduktion in Europa brauchen, dass wir grüne Ammoniakproduktion in Europa brauchen, dass wir grüne Stahlproduktion in Europa brauchen. Das heißt, wir kriegen eine anders motivierte Industriepolitik, die in Deutschland schon immer so da war, aus guten und schlechten Gründen, die jetzt aber auf einmal eine Resilienzkomponente kriegt. Und das wird, glaube ich, europaweit ein großes Thema werden, dass wir nämlich dieses Prinzip, dass wir nie wieder von einem Lieferanten bei strategischen Gütern und Rohstoffen so abhängig sein sollten, dass er uns erpressen kann. Und da gibt es einen klaren Kandidaten, und das heißt China. Wie gesagt, ich habe einen Teil meines Lebens in Taiwan verbracht, ich habe da viele Freunde, und die haben eine sehr zynische Weltsicht inzwischen. Diese Weltsicht heißt, es gibt 3 Gruppen von Staaten. Die erste Gruppe ist in der NATO oder in der Europäischen Union. Die zweite Gruppe hat Atombomben. Und die dritte Gruppe ist freiwillig. Und mit dieser Situation müssen wir umgehen. Was heißt das für europäische Kooperationen? Wir werden diese Krise, insbesondere wenn es zu Versorgungsunterbrechungen kommt, nur mit einer intensiven europäischen Kooperation überleben. Das wird auch gar nicht anders gehen. Das war auch vorher schon so. Die Probleme mit den französischen Kernkraftwerken werden mit Kooperation mit Deutschland gelöst, umgedreht und so weiter und so fort. Wir sind in einem gemeinsamen Markt und wir müssen das tun. Wir können das auch tun. Wir werden das auch bei der Industriepolitik machen müssen. Wir müssen nur der Versuchung widerstehen, dass wir jetzt im Krisenmanagement Strukturen zerstören, die uns das in Zukunft möglich machen. Und wir haben im Moment auf nationaler Ebene, gerade im Strombereich, im Strommarktdesign, eine Reihe von irren Vorschlägen aus Deutschland, aus Spanien, aber eben auch aus Frankreich, die uns längerfristig die Kooperation sehr schwer machen werden. Und da ist es einfach total wichtig, dass wir bei den Dingen, die wir jetzt kurzfristig im Krisenmanagement-Modus machen müssen, dass wir nicht Strukturen zerstören, die wir längerfristig brauchen. Und wir brauchen integrierte Märkte für strategische Produkte. Wir brauchen integrierte Märkte für Strom. Wir brauchen integrierte Märkte für Wasserstoff und für vieles andere mehr. Und das ist die zentrale Herausforderung, dass wir dieses Krisenmanagement auch aus der europäischen Richtung nicht so ausarten lassen, dass diese längerfristigen Strukturen zerstört werden. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, im Moment die größte Herausforderung, dass wir aus teilweise sehr populistischen Gründen Eingriffe in Märkte vornehmen, die auch Vertrauen in Märkte zerstören und so weiter, die vieles unmöglich machen werden. Und der letzte Punkt ist, und das ist vielleicht zynisch, aber wahrscheinlich richtig. Was mit der ökonomischen Problematik dieser Krise jetzt passiert, nämlich dass die soziale Frage ganz nach oben kommt, zieht Debatten nach vorne, die im Rahmen der Energiewende oder der Transformation zur Klimaneutralität sowieso kommen werden. Man muss sich eins klar machen, diese neue, schöne, klimaneutrale Welt wird eine kapitalintensive Welt sein. Das heißt, die besteht aus einer Welt, wo man ganz viel Geld am Anfang bezahlen muss. Für die Windkraftanlage, für das Elektroauto, für die Wärmepumpe und für das Stahlwerk auf Wasserstoff, wo man ganz viel Geld am Anfang bezahlen muss und wo nachher die Betriebskosten niedrig sind. Das sind kapitalintensive Systeme. Und kapitalintensive Systeme sind per Definition sozial regressiv, weil es Schichten in der Bevölkerung gibt, die diese großen Leistungen, obwohl sie sich wirtschaftlich rechnen, zum Anfang nicht erbringen können. Und das heißt, wir laufen längerfristig bei dieser Transformation zur Klimaneutralität ohnehin in eine Situation rein, wo wir diese Härten abpuffern müssen, wo wir diese Härten abmildern müssen. Und die große Chance, wenn man das zynisch sagen will, ist, dass wir die sozialen Kompensationsmechanismen, die in den nächsten Jahren unausweichlich sein werden, dass wir die in einer Struktur aufbauen oder dass wir dafür Strukturen aufbauen, dass wir sie auch längerfristig nutzen können. Also nur mal als ein Beispiel, wir haben diese Debatte des Bürgergeldes, des Bürgerenergiegeldes in Deutschland. Darüber kann man grundsätzlich streiten, dass also so aus der CO2-Bepreisung oder aus irgendwas anderem pro Kopf etwas zurückverteilt wird. Und dieses System in Deutschland, und das ist jetzt das Land mit der preußischen Verwaltung, scheitert daran, dass wir an keiner Stelle einen Ort haben,
wo man eine Kontonummer hat, auf die man dieses Geld überweisen kann. Das gibt es einfach nicht. Das ist eine nicht technische Infrastruktur, die gibt es einfach nicht. Und nicht zu sprechen davon, dass wir wissen, an wen wir Geld überweisen müssen, wenn er nicht in den sozialen Sicherungssystemen ist. Und das merken wir jetzt gerade, dass wir Kompensationsmechanismen machen wegen den hohen Energiepreisen. Die gehen an den Studenten und Studentinnen und an den Rentnerinnen und Rentnern vorbei, weil wir es technisch nicht hinkriegen, denen Geld zu überweisen oder die irgendwie zu erfassen. Und die Chance, die wir jetzt ergreifen müssen, dass wir uns sehr sorgfältig ansehen müssen, dass wir für diese langfristigen sozialen Kompensationsmechanismen, die nach meiner Überzeugung unausweichlich sind, jetzt in der Krise Strukturen aufbauen, die wir auch nach der Krise für so etwas benutzen können. Also wo sind die sozial Schwachen? Was sind deren Kontonummern? Wie viele Kinder haben die? Wo wohnen die? Etc. etc. Und das ist, glaube ich, die vierte Sache, die wir langfristig angehen müssen im Ergebnis, nicht nur im Ergebnis, aber auch als Ergebnis der Krise. Und die Schlussbemerkung: Es gibt einen Bereich, in dem wir total im Dustern tappen. Klimapolitik ist am Ende des Tages internationale Politik. Die ist im Moment sehr stark ausgerichtet auf Klimapolitik im Bereich der Vereinten Nationen. Das hat auch halbwegs gut passiert und eine meiner glücklichsten klimapolitischen Stunden hatte ich im Dezember 2015 hier in Paris, als da der Hammer fiel von Herrn Fabius. Die Frage ist, hat das Zukunft? Weil in der UNO herrscht Einstimmigkeitsprinzip. Was passiert eigentlich mit der UNO, wenn Russland Nordkorea 2.0 wird? Werden dann diese Strukturen noch funktionieren? Das ist eine völlig offene Frage. Oder werden wir dann nicht Klimapolitik in anderen Formaten organisieren müssen? Und das ist nochmal eine Verantwortung, die vielen, die jetzt Unfug reden und treiben im Bereich der Europäischen Union, die sie haben, dass wir nämlich in der Europäischen Union ein Rollenmodell sein können, wie wir Zusammenarbeit über Koordination machen. Nicht das amerikanische Modell, Zusammenarbeit durch Verschmelzung, sondern Zusammenarbeit durch Koordination. Das ist das europäische Modell, bei der Erhaltung eigener Interessen, Identitäten und so weiter trotzdem kooperativ zu sein. Und das ist ein Modell, was möglicherweise die UNO-Prozesse ergänzen wird müssen in anderen Formaten. Und das ist eine Verantwortung, die wir haben, dass wir nämlich die europäische Modell nicht als Modell präsentieren, was bei der ersten großen Krise zusammengebrochen ist, sondern was sich bewährt hat. Und was ein Rollenmodell bieten kann für zukünftige Kooperation, wenn es um solche Dinge wie Klimaschutz geht. Und beim Klimaschutz geht es um ernsthafte Dinge. Wenn die globale Mitteltemperatur deutlich über diesen Wert von 2 Grad Celsius gegenüber den vorindustriellen Niveaus ansteigt, wird die Zahl der Menschen in der Welt, die mit Trinkwasserproblemen zu tun haben, von 500 Millionen auf 3,5 Milliarden steigen. Und man muss entweder besonders alt sein, man muss besonders ignorant sein oder besonders dämlich sein, wenn man glaubt, dass eine solche Welt spurlos an uns vorbeigeht. Und deswegen muss das funktionieren. Vielen Dank. Merci beaucoup de cette intervention extrêmement riche. Je retiendrai un concept que vous avez beaucoup développé, qui est celui de la diversification pour nous libérer de la dépendance en matière de gaz et de pétrole. Disiez-vous, il nous faut diversifier les énergies. Vous avez évoqué l'hydrogène, l'électricité, alors qui sans doute ne sont pas des sources d'énergie primaires, qui doivent être produites avec autre chose. Pour cette raison aussi, je voudrais me tourner maintenant vers Alexandre Joly, qui est de conseil en climat et qui maîtrise aussi toutes les questions techniques de la production d'électricité, d'énergie de manière générale, toutes les possibilités qui sont ouvertes ou au contraire qui ne
peuvent pas, eu égard au tissu industriel avec lequel nous avons affaire, et bien pour savoir de quelle manière, justement, les énergies renouvelables dont on a à plusieurs reprises parlé peuvent être éventuellement un substitut, quand on voit qu'on a tout de même des politiques publiques dans ce domaine depuis extrêmement longtemps. Je regardais les chiffres pour la France depuis les années 70. Je crois que le pourcentage d'énergie renouvelable dans les sources d'énergie primaire est plutôt en baisse par rapport à ce qu'il était. On a multiplié par 2 la production, mais comme on a multiplié par 3 les dépenses énergétiques, en réalité, je crois que la proportion est plutôt plus basse qu'à cette époque. Et pourtant, on a subventionné la production d'énergie d'énergie solaire. À un moment, on a arrêté les subventions. Ça a entraîné une catastrophe industrielle pour les gens qui avaient investi dans ce domaine. On a une résistance de la population qui trouve qu'il y a déjà trop d'éoliennes. Alors, comment peut-on faire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on évoque souvent comme une possibilité un peu surévaluée, ou est-ce qu'effectivement, et de quelle manière peut-on trouver là une source d'énergie primaire qui vienne remplacer celle que nous avons déjà? Merci David pour l'introduction. Je vais essayer d'être plutôt court pour laisser peut-être après un peu plus de temps aussi sur la partie échange. Moi, je vais être dissonant par rapport à ça. Je pense qu'en fait, la question des énergies renouvelables, c'est pas la bonne. Je pense que la question, en fait, c'est pas qu'une histoire de gaz ou de pétrole. En fait, globalement, c'est une histoire d'énergie peu chère, abondante, où on a créé une société, une culture, une philosophie qui est toujours plus vite, toujours plus loin. Donc, on peut donner 3 éléments pour illustrer ça. Hein. Il y a 1 milliard de voitures en circulation dans le monde. Bon, c'est-à-dire qu'on a quand même visualisé 1 milliard de personnes dans le monde avec un truc qui fait 1,5 tonne à côté. Alors, ça consomme pas mal aussi, hein. C'est le poids à vide. C'est 2 tiers des vêtements qu'on produit dans le monde qui sont pas portés. Donc, je vous passe les détails. On a quand même une question d'imaginaire, où on prend un avion pour aller faire 1 jour, 2 jours à l'autre bout du monde, on y en revient, on est bronzé, et collectivement, notre système de valeurs nous dit « C'était trop bien ton week-end. Et regarde la photo sur la plage. » Ce système, ce logiciel, en fait, c'est ça qui nous met dans le mur aujourd'hui. Alors, on a la question forcément de court terme aujourd'hui avec la crise en Ukraine. Elle est importante et intéressante, mais c'est là où elle est intéressante dans le sens où elle s'aligne avec la lutte contre le changement climatique. Alors, c'est vrai que ça fait des décennies qu'on dit que le changement climatique arrive, qu'on va tous mourir, ça réveille pas énormément les gens. Peut-être que là, en prenant un peu l'opportunité de se dire, en fait, on a juste un enjeu de pouvoir se chauffer l'hiver prochain, de ne pas avoir de crise sociale en Europe, faire de la coopération, c'est un enjeu aussi, mais il y a une question de réinventer le logiciel, c'est-à-dire déconstruire la manière de voir le problème, comme on l'a vu depuis les dernières décennies. On peut faire beaucoup de parallèles parce qu'on n'a pas ce sentiment de guerre. Globalement, moi, personnellement, je l'ai jamais expérimenté, j'ai jamais été sur le front. Elle est loin. Alors après, on a différentes générations, mais j'en parle un peu avec mes grands-parents. Là, eux, c'est plus oppressant. Mais on a, en gros, un pan de notre génération qui le voit pas. Et donc aujourd'hui, on nous rabâche qu'on est en guerre, mais on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre, on n'a pas une économie de guerre, on n'a pas changé radicalement notre façon de faire. Alors, moi, je voudrais juste donner un petit regard en termes de levier. Je vais reprendre un petit peu certains des éléments avec peut-être mon petit regard à moi, pour essayer d'éclairer un peu le débat pour les prochaines questions. On a un problème d'énergie qui arrive, plus vraiment en fait. Donc, on a 3 grandes possibilités. Soit on trouve autre part cette énergie fossile, soit on la substitue par des énergies renouvelables dont on a parlé, soit on consomme moins d'énergie. On consomme moins d'énergie. Ça, c'est le logiciel de pensée qu'il faut changer. Alors, si je prends le premier rapidement, on nous dit il faut construire des terminaux méthaniers, il faut acheter du gaz aux États-Unis parce que c'est là où il y en a, mais globalement, ça coûte plus cher, ça a été dit, j'y reviens pas. Ça a été aussi dit, on construit un terminal méthanier pour 10-15 ans parce qu'en fait, globalement, normalement, c'est des investissements à 40 ans, mais on sait bien que dans 40 ans, ils sont plus utilisés. Donc, on a aussi en fait des surcoûts par rapport à ça. Je parle du gaz américain, 2 secondes. Le gaz américain, c'est le gaz de schiste. Le gaz de schiste, on a tous en tête que c'est un gaz qui n'a pas été forcément trop acté, validé en Europe. Donc en gros, à l'extraction, parce qu'on vient un petit peu avec nos petits forceps tout détruire pour récupérer ce gaz qui est un peu enfoui, on émet 1, 2, 3, 4 fois plus de gaz à effet de serre que du gaz conventionnel plus simple. On va dire qu'il y a une poche, on met un tuyau, on récupère.
Ensuite, il faut liquéfier. Ça a été dit rapidement, mais liquéfier, c'est consommer de l'énergie. Donc là aussi, je peux vous donner un petit ordre de grandeur. Si on prend l'énergie qu'il faut pour acheminer une molécule de gaz de Norvège dans un tuyau jusqu'en France, il y a à peu près les 2500 km, ou une molécule de gaz des États-Unis, on va dire 10 000 km, par bateau, je liquéfie, c'est 10 fois plus d'énergie. Donc là, on est en train de passer d'un système qui est... voilà, on a la possibilité de faire des milliers de choses, un système qui va être contraint physiquement parce qu'il va falloir plus d'énergie. Ça a aussi du coup des implications sur les gaz à effet de serre parce que plus d'énergie, globalement des énergies fossiles, donc encore plus de gaz à effet de serre. Ça a été dit, donc là on voit bien que ce logiciel de pensée qui est de se dire je réfléchis comme la dernière décennie, le dernier siècle, ça nous emmène un peu droit dans le mur parce que ça nous amène à des choses qui vont être plus coûteuses, à des choses qui vont renforcer l'impact du changement climatique, alors qu'on voit très bien que demain, les crises sociales, ça va être parce que l'énergie sera plus chère et parce qu'on aura un climat qui va se disloquer, se détériorer. Donc ça, c'est typiquement une famille d'actions qui devrait être interdite quasiment. Alors ensuite, on a les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, David, je suis entièrement d'accord, il faut les pousser aussi vite que possible, dans les limites raisonnables. Vous voyez bien que si vous voulez mettre des panneaux solaires partout dans le monde pour produire autant d'énergie dont on a besoin, ça va faire pas mal, un peu d'artificialisation, en tout cas il y a une question d'acceptabilité. Il y a la question de se dire que globalement, cette énergie, c'est en fait une industrie, et du coup ça a des temps caractéristiques. Alors oui, on rêverait tous aujourd'hui d'avoir cette énergie infinie, abondante, on la met partout et c'est bon, on a réglé notre problème. En fait, c'est pas le cas. Si je prends un parallèle avec l'aviation, un avion qu'on construit aujourd'hui, c'est 20 ans avant qu'il arrive sur le marché. Donc quand on vous parle d'avion à hydrogène, en fait, le premier avion, il faut déjà qu'il sorte, ce qui n'est déjà pas fait, mais il sortira 20 ans après, en fait. Donc, vous voyez cette lenteur, cette inertie qui est normale, en fait. Une industrie, c'est des savoir-faire, c'est des matériaux. Donc ça, c'est une barrière. Donc bien évidemment qu'il faut y aller à fond. J'ai pas de problème pour dire qu'il en faut moins qu'aujourd'hui, il en faut plus, mais c'est limitant. Et de toute façon, il y a des matériaux qui sont aussi limitants. On a parlé de la Chine, parce que la Chine, c'est un peu la superpuissance du XXIe siècle, parce qu'ils ont compris qu'on va passer on va dire de la géopolitique des énergies fossiles à la géopolitique des métaux. Et donc ça, c'est un enjeu pour nous aussi de ne pas être dépendant, parce que si on passe sur les énergies renouvelables à fond, en fait, c'est encore renforcer notre dépendance à la Chine. Alors j'en viens un peu aux autres leviers dans la réduction de la consommation d'énergie. Thomas en a parlé rapidement. Il y a la question de l'efficacité énergétique. Donc là, on peut réduire notre consommation sans changer trop nos modes de vie. Donc ça, c'est l'isolation des bâtiments. Il y a des procédés plus optimaux dans l'industrie. Ça, faut y aller à fond. Je veux dire, tout le monde est d'accord pour dire on fait le moindre effort, on bouge pas trop notre situation et on consommera moins. C'est long. Je vais vous donner la politique de rénovation, on va dire, du bâtiment en Suède. Les Suédois, ils ont commencé beaucoup plus tôt que les autres pays européens. En 1978, ils se sont dit, bon, nos bâtiments neufs, on va essayer d'être performants d'un point de vue énergétique. Ils ont mis une réglementation qui était aussi performante que la réglementation française en 2012. En 78, ils étaient au même niveau qu'en France en 2012 sur la partie logement neuf. Alors aujourd'hui, ils en récoltent les fruits, parce qu'ils ont des bâtiments qui consomment 2 à 3 fois moins d'énergie en moyenne. Et en plus, ils ont mis des taxes carbone, je vous épargne les détails, mais au résultat, c'est qu'il y a plus que 10% d'énergie fossile dans leur mix d'énergie dans le bâtiment. Donc 2 à 3 fois moins d'énergie, et le peu qui reste, il y a encore un petit peu de fossile, mais pas beaucoup. Donc aujourd'hui, sur cette vision bâtimentaire, c'est génial, mais ça leur a pris 40 ans. Alors, il nous reste la sobriété. La sobriété, c'est un mot un peu fourre-tout. On nous parle de retour à la bougie, on va revivre au Moyen-Âge. En fait, c'est pas ça le sujet. Quand je vous ai parlé des exemples sur les vêtements, l'avion, la voiture, vous avez tous rigolé, je pense, un peu intérieurement. Vous êtes tous dit, ouais, on va peut-être un peu arrêter, on va peut-être apporter un peu de mesure. On a parlé d'orthodoxie tout à l'heure, donc on pourrait revenir, alors sans revenir à l'insurrection, mais en tout cas, la philosophie religieuse apportait ces éléments-là sur la question de la limite, sur la question de la mesure. C'est ça qu'il faut réinventer. Et ça, le réinventer, c'est pas si compliqué, dans le sens où le Covid nous l'a montré, on est capable de le faire quand on est contraint. Alors on va essayer d'être peut-être volontariste et un peu proactif, mais on pourrait se dire, on l'organise très vite. Ça, c'est ça qui est génial avec la sobriété, c'est qu'on peut aller très très vite. C'est juste la question de l'organiser. Alors, il y a une question d'acceptabilité sociale, bien évidemment, donc il faut compenser, on a parlé des ménages précaires, ça s'organise. Mais on peut donner des exemples.
On peut parler du vélo. Le vélo, c'est souvent vu comme « Ah, je suis bien dans ma voiture, je peux pas faire de vélo ». En fait, vous prenez des retours d'expérience aux Pays-Bas, tout le monde vous dit « C'est génial, je prends l'air, je vais plus vite ». En fait, je profite de l'air libre. Ça me coûte moins cher. Tous ces éléments-là, en fait, on peut les retrouver dans pas mal de comportements qu'il faut que socialement on valorise. Donc, je vais pas faire la liste, mais ce qui est sûr, c'est que globalement, avec ces familles de leviers-là, les scénarios de prospective qui sont un peu ambitieux sur cette sobriété arrivent à réduire de 40-50% les émissions de gaz à effet de serre, donc en fait notre consommation d'énergie associée. Là-dessus, ça veut dire qu'on a un boulevard qui n'est pas aujourd'hui emprunté, qui n'est pas trop dans nos logiciels de pensée, et qui peut-être, moi, ma frustration que je voulais vous partager ce soir. Je vais juste finir là-dessus, comme ça, je pense que ça va avoir été plutôt court pour la suite et les échanges. Je pense que la question de cette indépendance, du climat, de la proactivité, la question de la guerre, d'une économie de guerre, d'une écologie de guerre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on s'interroge collectivement pour vraiment se dire que c'est ça, finalement, la clé pour prendre la réponse durable face à la crise de court terme qu'on voit aujourd'hui avec des solutions de court terme. Un exemple, quand on réduit de 15 ou 30 centimes le prix de l'essence à la pompe, c'est une fois, un an, ça coûte super cher, qu'est-ce qu'on fait demain ? Demain, si on achète du GNL américain, quand les Américains, et c'est pas, ok, c'est nos alliés, je ne vais pas débattre de ce terme-là avec eux, parce qu'ils n'ont pas forcément été sur d'autres cas, mais en tout cas, demain, quand il n'y aura plus de gaz, ou quand ils en auront besoin, ou pour X autre raison, quand on n'en aura plus, c'est-à-dire qu'on retombe encore dans nos travers. Voilà, c'est ça que je voulais poser un peu dans le débat ce soir. Donc, c'est plutôt du côté de la dépense. C'est comme les régimes, finalement. Soit on baisse ce qu'on mange, ou alors on fait plus de sport pour dépenser plus. Donc là, le problème est un petit peu inversé. Mais donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt que de trouver de nouvelles ressources pour manger plus, c'est faire moins de sport pour avoir besoin de moins d'énergie, rester chez soi et trouver en tout cas des moyens de moins dépenser. Alors, effectivement, quand on voit les courbes justement de dépenses d'énergie et qu'on voit depuis 2 ans l'influence du Covid, ça fait baisser très vaguement en haut de la courbe, alors qu'une grande partie de l'industrie s'est arrêtée, que les transports se sont complètement arrêtés, enfin pas complètement, mais tous les transports, notamment en termes touristiques, les transports personnels se sont arrêtés. Il est resté évidemment le fret, il a fallu continuer de transporter un certain nombre de matériaux, à commencer par les masques qui étaient produits beaucoup en Chine, mais c'est vrai que sur la courbe générale de la production d'énergie, on voit depuis les années 70, ça monte comme ça, et puis d'un seul coup, ça baisse un petit peu en 2020, mais enfin, c'est quand même assez epsilonesque. Alors, est-ce que c'est sans doute, ce qui est resté en revanche stable, c'est les dépenses en matière de chauffage, en matière de domicile, parce que ça, effectivement, il y a des investissements extrêmement importants à faire pour sans doute isoler mieux, mais en tout cas, des investissements, et vous l'avez dit, qui sur plusieurs dizaines d'années, probablement un renchérissement aussi de l'énergie. Est-ce qu'il ne faut pas, contrairement à la politique qui est menée aujourd'hui, qui consiste à essayer de stabiliser le prix de l'énergie, est-ce qu'au contraire, il ne faut pas laisser courir l'augmentation du prix à partir du moment où le gaz coûtera 5 fois plus cher, automatiquement on chauffera moins, on se déplacera moins, les gilets jaunes bloqueront et donc ce sera encore plus difficile de se déplacer. C'est des questions qui restent complexes et pendantes. Alors, y a-t-il un souhait de reprendre la parole pour répondre à tel ou tel point de l'un ou l'autre, ou est-ce que vous préférez que nous donnions la parole directement à la salle? Voulez-vous réagir à un point qui a été évoqué? Très bien. Eh bien, écoutez, je crois que c'est le moment des questions. Nous avons des micros dans la salle qui vous seront accordés, et donc n'hésitez pas à vous en emparer. Monsieur? Ah ben, le micro est à côté. C'est des micros pour parler. Oui, Davoud Khan, Fédéral Europe. Merci pour les informations très intéressantes que vous avez fournies. Sur la sobriété, je suis d'accord avec vous, mais enfin j'ai un petit doute. Je pense que ça va prendre un peu de temps. Donc on n'est pas forcément mieux que sur le bâtiment. Alors il faut essayer de trouver d'autres solutions. Je pense qu'au niveau du solaire, on a effectivement un problème de dépendance par rapport à la Chine. Et c'est plus largement un problème d'investissement, de capacité d'innovation, d'investissement en Europe qui se pose. Et vous avez très bien montré que dans l'industrie
les voitures notamment. On a besoin de plus d'électrification, d'hydrogène. Et pour ça, il faut des projets européens très ambitieux. Et il faut même une politique industrielle européenne. Sinon, vous n'y arriverez pas. Et on n'a pas de politique industrielle européenne parce que c'est la compétence des gouvernements locaux, nationaux locaux. Sauf marginalement, on a Thierry Breton qui essaie de faire quelque chose, mais enfin, c'est pas du tout évident de mettre tous ces gouvernements d'accord. Donc voilà, donc je pense qu'à long terme, ou à moyen terme plutôt, il faut aller dans le sens que le gouvernement allemand préconise, c'est-à-dire la création d'un État fédéral européen pour certaines compétences très précises qu'on ne peut plus faire au niveau local et en coopération uniquement. Maintenant, en attendant, moi j'aimerais bien avoir des précisions de Thomas Perlin-Carlin concernant la valeur ajoutée du Repower Europe de la Commission par rapport à ce que peuvent faire et ce que font déjà les États en propre, la France, l'Allemagne, etc. Dans ce domaine, quel est le plus que la Commission européenne apporte? Merci. Pour répondre à la dernière question et embrayer sur la suite après, la principale valeur ajoutée de REPowerEU, c'est que pour la première fois, depuis le 24 février, on a une approche cohérente qui articule une dizaine d'outils différents et qui vont tous dans le même sens. C'est la première fois depuis le 24 février que je vois une organisation de type gouvernemental, comme si la Commission européenne était un gouvernement européen de fait, ce qu'elle est, qui a enfin une approche rationnelle, qui regarde la réalité en face, qui articule, pour citer Antonio Gramsci, le pessimisme de l'intelligence avec l'optimisme de la volonté. Dans cet optimisme de la volonté, il y a un accent très clair qui est mis d'abord sur les économies d'énergie, par la sobriété énergétique, même si le mot apparaît que dans une note de bas de page d'un document, et par le déploiement des énergies renouvelables. La sobriété, c'est un choix. Moi, je ne partage pas votre pessimisme là-dessus. Je pense qu'on est tout à fait capable, en tant que société, de se rendre compte de la situation dans laquelle on est et de changer individuellement et collectivement. Moi, à titre personnel, le 27 ou 28 février, j'ai coupé le chauffage et je me suis rendu compte, je vis dans un appartement parisien très mal isolé, et je pensais que j'allais souffrir à partir de 17-16 degrés, et je me suis rendu compte qu'à 16 degrés, en fait, je vivais bien. Ça m'a surpris. Mais par contre, j'avais vraiment froid à 8-9 degrés. Donc j'ai ressorti mes chaussettes de chasseur alpin de l'armée française pour tenir le coup. Mais il n'y a pas besoin que tout le monde fasse comme moi. Si on baisse la température de nos chambres à 16 degrés, c'est déjà très bien. Et soyez en passant, c'est la température idéale d'un point de vue biologique. Si prenez un thermomètre, regardez la température dans votre chambre. Biologiquement, vraiment, c'est entre 16 et 18 degrés qu'on est dans l'idéal. Globalement, cet enjeu de la sobriété, c'est vraiment un pur choix humain qui s'exerce à notre niveau individuel d'une petite manière, mais beaucoup plus largement au niveau collectif. Et on peut juste faire aujourd'hui ce qu'on a fait en 1973 en Europe de l'Ouest après le premier choc pétrolier. Sur le site de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, vous pouvez retrouver des reportages de l'époque. Un des reportages, c'est le journal télé de, je pense, 1974, où le présentateur dit maintenant, nous tous et nous toutes, Françaises, Français, nous allons faire un test. Je vais vous demander d'éteindre la lumière, et je suis avec l'EDF, et on va voir du coup la consommation électrique baisser. Ils le font. Et dans ce petit moment de télévision, qui est un moment historique, je trouve, il permet en fait de lier l'acte individuel avec la dimension collective. Durant ces 7 minutes de télévision française, chacune et chacun a pu voir que son petit geste individuel avait un impact collectif significatif. On peut très bien le refaire aujourd'hui. À l'époque aussi, le gouvernement avait décidé de montrer l'exemple et de baisser la température du chauffage, y compris dans le palais de l'Élysée, à l'époque occupé par Valéry Giscard d'Estaing. Palais de l'Élysée qui à l'époque se chauffait au pétrole, comme aujourd'hui, car ça n'a pas changé.
Et des journalistes sont allés se balader avec un thermomètre et ils ont décerné le prix, si je puis dire, à des conseillers de Valéry Giscard d'Estaing qui se chauffaient à 16,7 degrés. Et on travaille très bien à 16,5 degrés dans un bureau. Je ne vois rien qui me permettrait de dire que nous ne sommes pas capables de faire en 2022 ce que nous avons fait en 1974. Ultime point sur l'énergie solaire, il y a une politique industrielle européenne, déjà une base légale dans le droit européen pour ça, et cette politique industrielle européenne, elle est récente. Elle a été vraiment initiée sur un secteur clé, qui est le secteur des batteries. Elle a été initiée en 2015-2016 par le vice-président de la Commission européenne de l'époque, Maroš Šefčovič, qui est toujours d'ailleurs vice-président de la Commission européenne dans cette mandature. Et cette alliance européenne des batteries, je trouve pour moi c'est vraiment un très très bel exemple de leadership intellectuel de la Commission européenne, qui a réussi à emmener avec elle d'abord les entreprises privées, et dans un second temps, les gouvernements nationaux. Et notamment Altmaier, qui était le ministre de l'économie allemand de l'époque, et Bruno Le Maire, qui était le ministre de l'économie français de l'époque, et encore pour l'instant, parce que j'ai pas vu si on avait un nouveau gouvernement. Voilà. Les conséquences sont très simples. Hein. On a des tas d'usines qui sont en train de sortir de terre, et les estimations de Bloomberg, qui est une référence sur ce sujet-là, ils estiment que l'Union européenne, qui aujourd'hui représente 7% de la production de batteries mondiale, va représenter en 2025, donc demain, 25%. Donc on a un cas très concret. Et tout ça se fait sur un marché qui, en plus, au niveau mondial, quadruple de mémoire. Donc on est sur une augmentation tant en part de marché qu'en quantité de batteries. Où est-ce que sont ces giga-usines de batteries dans le cas français ? Elles sont dans ce que j'appelle maintenant les 3D, donc Douai, Douvrin, Dunkerque. 3 villes qui se situent sur une ligne de 100 km dans le Pas-de-Calais, ce qui est aussi du coup un moyen de revitaliser de manière industrielle ce territoire qui a été historiquement le cœur battant de l'industrie française. Ce qui a été réussi sur les batteries, il faut le faire sur d'autres secteurs. Un autre secteur où on en a besoin, ce sont les panneaux solaires. On avait une industrie florissante du panneau solaire en Europe, en France, en Allemagne et ailleurs. Cette industrie a été détruite par Angela Merkel, qui a empêché la Commission européenne d'adopter des mesures anti-dumping contre la Chine, et qui a cédé au chantage chinois, qui était un chantage de Angela Merkel, soit tu fais ce qu'on te demande, soit on augmente les impôts sur les BMW et en gros les grosses voitures de luxe de diesel allemands. Donc Angela Merkel, c'est pas étonnant vu son parcours, a privilégié l'intérêt à court terme du profit trimestriel de VW et de BMW et d'autres entreprises allemandes à l'intérêt stratégique de la nation allemande et à l'unité européenne, en tuant du coup cette industrie solaire. Cette industrie solaire, on peut la faire renaître. Aujourd'hui, heureusement, Angela Merkel, sur ce sujet-là, n'est plus au pouvoir, et puis même plus globalement, il y a eu une prise de conscience en Allemagne et en France et partout ailleurs, du fait que les Polonais avaient raison et que l'indépendance industrielle et l'indépendance énergétique, c'est quelque chose d'important. Cette stratégie solaire, ce que je vous dis là, c'est pas simplement mes propos de chercheur, c'est un des éléments qu'a proposé la Commission européenne hier, et j'ai bon espoir qu'on fera sur le solaire ce qu'on a réussi à faire sur la batterie. Je peux prendre 2 secondes pour compléter ou au moins avoir mon droit de réponse sur la partie sobriété. Sur la partie solaire, je fais juste une incise, parce qu'on amalgame beaucoup le solaire à panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité, mais il faut aussi se dire qu'il y a une filière du solaire qui peut faire de la chaleur en direct. Alors on a en tête parfois des sortes de petits miroirs d'eau qui permettent de faire circuler de l'eau chaude sur des habitats, par exemple le long de la Méditerranée. Il y a des manières industrielles de faire quelque chose d'efficace, parce que finalement on récupère l'énergie du soleil pour faire de la chaleur, plutôt que de faire du photovoltaïque pour faire de l'électricité qui permettra derrière de faire de la chaleur. Bon, d'un point de vue économique et énergétique, c'est assez intéressant, et c'est malheureusement dans nos logiciels de pensée pas assez, c'est trop complexe d'avoir 47 chevaux de bataille, et on ressent. Et juste pour ajouter, le leader mondial de la production de systèmes de chauffe-eau solaire, c'est une entreprise autrichienne. Donc c'est du Made in Europe, beaucoup plus que du Made in China. C'est beaucoup plus low-tech en plus, donc accessoirement, ça nous prémunirait de composantes comme pour les batteries où on augmente la production, mais les composantes sous-jacentes sont quand même issues de la Chine et de l'Asie globalement. Sur la sobriété, moi je vais juste essayer d'illustrer ça. Simplement, je suis d'accord que c'est difficile, mais c'est faisable rapidement si on l'organise collectivement.
que de toute façon, la partie technologique, que ce soit sur les énergies renouvelables ou même sur l'efficacité, ça prend une inertie, parce que déployer un parc de panneaux solaires, ça prendrait de toute façon du temps, parce qu'il faut le déployer, il faut le produire. Si on prend le téléphone, en moyenne, je sais pas, il y a quelques années, c'était une fois par an, les utilisateurs de téléphone le changeaient. C'est en train de changer déjà légèrement. Vous voyez passer les acteurs du reconditionné. On est en train de converger vers 2 ans. Pourquoi? Moi, le mien, il avait 7 ans avant que je le change. Il marchait à peu près, alors disons 5 ans. Ça veut dire que je suis passé de 1 à 5. Je viens de faire 80% de réduction de consommation d'énergie. Ben voilà, 80%. On parle de 15% pour la dépendance au gaz russe. Alors 15%, 25% pour 25 pour l'énergie au global hein, aussi. J'ai le chiffre français en tête. Peu importe, on est en Europe, c'est bien. Je prends les meubles. Les meubles, moi j'ai emménagé récemment. Le dogme, c'est on rachète tous les meubles neufs. En fait, à une époque, les meubles, on se les transmettait de génération en génération. Et alors, il y a bien évidemment des effets de mode. Je sais pas, il y a une question plutôt fonctionnelle, mais ça réinterroge. Donc, on peut prendre tout l'univers de l'habitat. On a de la fast fashion dans l'habitat. Dès qu'on change d'habitat, de logement, parce que location, achat, on rachète tout neuf. On prend les toilettes, on enlève les robinets, on enlève le carrelage, on met tout à la poubelle. Bah ça, c'est pas du tout une économie sobre. Et pourtant, si on réinverse le paradigme, je pense que les toilettes, on est tous d'accord pour pouvoir utiliser les mêmes pendant très longtemps. Et pourtant, aujourd'hui, peut-être en moyenne, tous les 10 ans, on en reconstruit un. Ja, ich will jetzt nicht die Debatte um was persönliches Verhalten verändern kann führen. Wie gesagt, ich bin so ein preußischer Protestant, da gibt's immer die große Sympathie dafür. Aber wir wissen, wir müssen natürlich an den Basistrends auch ein bisschen was verändern. Und deswegen zu Ihrer Frage. Die Sache mit der europäischen Industriepolitik, da zitiert jetzt jeder die Batterie, das ist auch richtig. Da muss man sich aber noch mal klar machen, wie kann eine europäische Industriepolitik entstehen? Und ich glaube, das Geheimnis der europäischen Industriepolitik ist nicht, dass in Brüssel die Leitlinien der Industriepolitik gemacht werden, sondern dass Ideen der Mitgliedstaaten möglich werden. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, den es in den letzten Wochen gegeben hat, dass wir haben eine sehr strikte Restriktion für Industriepolitik, die heißt Beihilfe. Sozusagen im Deutschen heißen diese entsprechenden Leitlinien, das sind die Klimaschutz-, Umwelt- und Energiebeihilfe-Leitlinien. Die sind im Deutschen, das funktioniert jetzt leider im Französischen nicht, ist die Abkürzung Kübel. Früher fehlte da das Wort Klimaschutz, da hießen die nur Umwelt- und Energie- und Beihilfeleitlinien. Da war die Abkürzung Übel. Und das deutsche Wort für Übel ist etwas Schlechtes. Und ich glaube, das, was passiert ist, dass für das, was man tun kann in einem wettbewerblichen Raum, die Regeln ein bisschen gelockert worden sind. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Weil die industriepolitischen Initiativen werden immer aus den Mitgliedstaaten kommen müssen. Die werden niemals aus Brüssel initiiert werden können, sondern die Brüsseler Regelungen werden die möglich machen müssen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt und deswegen finde ich auch das Programm, was gestern vorgestellt worden ist, da gibt's viele irre Geschichten drin. Ja, also ich kann Ihnen da ganz viele Sachen erzählen, wo ich mir die Haare raufe und wo ich gar nicht so schlimme Beschimpfungen ausstoßen kann, wie ich das gerne möchte. Aber der Mehrwert dieses Repower EU ist, dass es bestimmte Dinge möglich macht. Also wir haben diese sogenannten IPCEI-Projekte. Das sind Projekte von gemeinsamem europäischen Interesse, die von Beihilferegelungen ein bisschen ausgenommen werden sind. Dass die jetzt enorm beschleunigt werden sollen, ist eine große Leistung. Das wird Industriepolitik sehr stark nach vorne kommen. Dass wir jetzt diese Hydrogen Valleys, also Wasserstoffzentren machen können, die vorher sehr schwierig waren, wegen Wettbewerbsverzerrung und Beihilfe und so weiter. Das sind große Leistungen. Das sind für Europa, wo die Wettbewerbspolitik immer so ein bisschen was Bewahrendes hatte und nicht nach vorn gegangen ist. Und wenn man sich Repower EU von gestern anguckt, hat das an ganz vielen Stellen diese ermöglichende Rolle.
Das ist noch keine treibende Rolle oder nur in wenigen Bereichen, gibt es auch bei Energieeffizienz, aber es gibt im Wesentlichen die ermöglichende Rolle. Und das ist der große Mehrwert dieses Programms. Und das heißt aber auch, dass die Frage, und deswegen bin ich froh, dass ich heute Abend bei Ihnen bin, die Ideen und die Konzepte, die müssen aus den Mitgliedstaaten kommen. Und da muss es ein Bewusstsein dafür geben, dass Industriepolitik wichtig ist. Und das ist jetzt schwierig, wenn man das als Deutscher sagt, weil wir haben irgendwie Industriepolitik mit der Muttermilch eingesogen. Und das erste Wort, was wir nach Mama und Papa lernen, ist Industriepolitik. Ja? Aber das ist in vielen anderen Staaten nicht so. Aber das ist jetzt die Herausforderung, die kommt. Und wir müssen dafür sorgen, dass der Rahmen in der EU geschaffen wird, dass das möglich wird. Und dann muss ich das auch an meine Regierung zurückgeben. So dieses irre Verhalten zur europäischen Finanzierung, also zur europäischen Haushalt, ist irre. Wir müssen europäische Mittel generieren. Möglichst nicht über Verkauf von Emissionszertifikaten. Aber wir müssen das tun. Und dass die Deutschen sich dem so entgegenstellen, ist eine ganz bittere Sache für europäische Dinge. Weil, und das ist meine Besorgnis, weil Industriepolitik für Deutschland so wichtig ist, dass das von anderen Mitgliedstaaten als Versuch gewertet wird, dass die Deutschen sich wieder mal einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen. Das ist ja nicht ganz unberechtigt, sondern dass wir diese industriepolitische Geschichte in allen Staaten anfangen müssen zu überlegen und so weiter und dass dem aus Brüssel keine Steine in den Weg gelegt werden müssen. Und da sind wir, glaube ich, ist das Papier, wenn man es sorgfältig liest von gestern, finde ich da mehr Licht als Schatten, ehrlich gesagt. Aber die Verantwortung für diese strategischen Geschichten, das müssen die Mitgliedstaaten und das müssen die vorantreibenden Mitgliedstaaten machen. Und ich bin ein großer Anhänger von Koalitionen, von Progressiven. Ich sage mal bewusst nicht, dass die Koalition der Willigen, weil das war der Irakkrieg, die Koalition der Progressiven, die sich in der EU zusammentun müssen. Und da sind Deutschland und Frankreich sind wichtige Dinge. Wir müssen uns beim Marktdesign zusammentun. Wir müssen uns bei der Industriepolitik zusammentun. Wir müssen uns bei Diversifizierungspolitik zusammentun und so weiter. Und das tun wir viel zu wenig. Wir streiten viel zu viel mit voller Inbrunst über Kernenergie. Folklore von gestern, würde ich mal sagen, das sind nicht die Themen von morgen. Und wir müssen auf diese Themen müssen wir rauf. Und da müssen wir Gehirnschmalz rein investieren. Und dann werden wir erleben, dass wir auch unterschiedliche Kulturen haben. Ist aber alles gut, das ist unsere Stärke. Aber Brüssel muss es möglich machen. Und was Brüssel zunehmend macht, es macht diese Sachen möglich. Das heißt, der Ball liegt jetzt wieder bei uns. Und wir müssen es nutzen. Il y a un certain nombre d'économistes de l'énergie, notamment en France, qui ont fait une proposition de créer une centrale d'achat européenne. Je voulais savoir si, dans les propositions que vient de faire la Commission, est-ce que cette idée a été reprise, sachant que je crois qu'il y a un groupe de travail qui s'est créé sur le sujet. C'est une idée qui me paraît assez facile à mettre en œuvre. Encore faut-il qu'il y ait évidemment capacité de décider au niveau européen. Je pense que la politique énergétique européenne, comme beaucoup d'autres politiques, souffre du fait qu'on continue à avoir la règle de l'unanimité qui joue sur certaines politiques qui ne sont pas européennes. Et la politique de l'énergie ne l'est pas beaucoup. Enfin, moi, j'ai travaillé un peu dans ce secteur-là. Il y a véritablement une tentative de coordination, mais les politiques énergétiques restent fondamentalement nationales. Et on le voit d'ailleurs, suite à ce qui se passe en Ukraine, chaque pays est allé négocier dans son coin, notamment, par exemple, pour prendre l'exemple des Italiens, dans tous les pays africains, pour diversifier. La fameuse diversification dont vous parlez, elle est faite non pas au niveau européen, mais au niveau strictement national. Donc là, je pense que c'est la plus grande faiblesse de ce que l'on peut espérer pour une véritable politique énergétique européenne. Alors de fait, les centrales d'achat ont été inaugurées à propos des matériels qui étaient nécessaires pendant la crise du Covid et on repropose de nouveau cette
possibilités. Les avis sont différents. Je crois que l'Allemagne n'est pas très favorable pour l'instant à participer à ce type de questions. Qui est-ce qui veut intervenir sur ce sujet? Moi, je veux bien parce que c'est une proposition qu'à l'Institut Jacques Delors on porte depuis 2010. Donc voilà, parfois il faut labourer le terrain pendant longtemps et semer des graines avant que la météo soit favorable. On l'a fait sur d'autres sujets comme les Eurobonds, ce qui a permis peut-être un petit peu d'accélérer Next Generation EU. La politique énergétique européenne, elle est mixte en fait. Elle est en partie décidée au niveau de l'Union européenne, en partie décidée au niveau national. Il y a un mixte des deux. Par exemple, les normes on parlait des normes d'efficacité énergétique des bâtiments. Il y a un minimum qui est défini au niveau européen et qui fait une politique européenne véritable et qui après est déclinée selon certaines variations nationales, ce qui est bien logique parce qu'on n'a pas besoin des mêmes niveaux d'efficacité dans le nord de la Suède et dans le sud de la Sicile. Cette centrale d'achat de gaz, c'est quelque chose qui est techniquement et économiquement assez facile à mettre en place. Politiquement, il y avait des oppositions par le passé, notamment avant tout parce que il y avait quelques gouvernements nationaux qui pensaient qu'ils pouvaient avoir un meilleur deal avec Poutine en étant tout seul qu'en jouant au collectif. En tête évidemment Viktor Orban, mais aussi je vais pas dire l'Allemagne parce que c'est pas un problème avec l'Allemagne, c'est un problème avec disons les dinosaures de la SPD. Des gens qui considèrent qu'il est normal que Gerhard Schröder soit toujours membre du Parti social-démocrate allemand, par exemple. Ces personnes-là, que le hasard a mis à la tête de gouvernement, même si évidemment les Allemands n'ont pas voté en pensant au gaz russe, en votant pour la SPD, voilà, ils sont dans une situation où ils sont choqués de ce que fait Vladimir Poutine et obligés du coup de trouver une nouvelle manière de faire une politique énergétique allemande qui soit cohérente avec les valeurs et avec l'intérêt de la République fédérale allemande. Donc là-dessus, il y a des évolutions très claires. Et comme c'est le cas dans une vraie démocratie, donc là je parle pas de la France, je parle de l'Allemagne, trouver des accords et débattre, et trouver des accords à trois. Donc les trois partis qui sont actuellement dans la coalition et moi mes amis allemands m'informent régulièrement des divergences de points de vue entre Habeck, Lindner et Scholz et je vois en tout cas la position allemande évoluer de manière positive et j'espère que sur ce sujet-là aussi le gouvernement allemand pourra défendre une voie européenne. Pourquoi est-ce que cet enjeu de l'achat en commun de gaz est important? C'est justement pour éviter le cavalier seul qui est en train de se faire. L'image terrible en termes d'image du ministre Habeck qui se courbe devant un émir au Qatar, voilà, ça laisse une trace quand même dans l'imaginaire européen, mais il n'y a pas du tout que le gouvernement allemand. Le gouvernement italien et le gouvernement espagnol sont en train de se taper dessus pour savoir qu'il y aura du gaz algérien. Et donc si on veut préserver l'unité européenne, ou peut-être avant ça, pourquoi est-ce que l'unité européenne est fondamentale? Il y a un mythe dans la mythologie romaine qui est le mythe des Horace et des Curias. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, ce serait trop long. Mais en bref, quand vous êtes face à trois adversaires, si ces trois adversaires se battent de manière unie, vous perdez. Si vous réussissez à transformer un combat à 1 contre 3 en 3 combats à 1 contre 1, vous avez plus de chances de gagner. C'est évidemment ce que veut faire Poutine. Poutine a coupé le gaz, non pas à l'intégralité de l'Union européenne, mais spécifiquement à la Pologne et à la Bulgarie. Parce qu'il sait que Russie face contre Pologne, c'est la Russie qui gagne. Et il sait que Russie face à l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui gagne. Donc cette centrale d'achat de gaz, elle est essentielle, politiquement, pour jouer ce rôle d'unité européenne, cette incarnation qui permettra de rééquilibrer un peu en notre faveur, à nous Européens, le rapport de force entre acheteurs de gaz et vendeurs de gaz. Ja, ich glaube, die Situation ist ein bisschen komplexer. Und wie gesagt, das muss man sich eben nochmal deutlich die Unterschiede angucken. Also Einkaufskartelle in Krisensituationen sind immer gut. Die Bedenken, die es insbesondere in Deutschland da gibt, und das sollte man schon ernst nehmen, Einkaufsgemeinschaften sind Einkaufskartelle nach außen. Die spannende Frage ist ja nicht, oder da sind die Vorteile unbestritten.
Die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn diese Einkaufskartelle nach innen weiterstrahlen? Weil die Verträge werden ja am Ende des Tages nicht von Regierungen geschlossen, sondern die werden dann koordiniert von Engie und von Eni und von RWE und von anderen geschlossen. Und die Frage der Kartelleffekte nach innen, die ist nicht trivial. Insbesondere in Staaten, die sehr viel dezentraler aufgestellt sind wie als in Frankreich. Und das muss man immer dazu sagen, dass in Staaten, wo die Energieversorgung im Wesentlichen in staatlicher Hand ist und im Wesentlichen trotz Liberalisierung in der Hand staatlicher Monopole ist, da ist das nicht so ein Problem, der Kartelle nach innen. Wir haben aber in Deutschland sehr schwierige Erfahrungen gemacht, dadurch, dass das alles Privatunternehmen sind und konkurrierende Unternehmen sind und eben nicht in staatlicher Hand sind. Da ist das nicht so einfach. Und das ist der Knackpunkt, wo es noch keine vernünftige Lösung gibt. Dass nämlich Einkaufskartelle nach außen, die uns im Übrigen bei der Frage von Embargo in Richtung Russland viel genutzt hätten. Weil wir hätten dann nämlich mit Preisultimaten operieren können, statt mit Embargo-Fragen. Das ist eine viel intelligentere Lösung. Das konnten wir nicht, weil wir diese Kartelle nicht bauen konnten, nicht wegen der Außenwirkung, sondern wegen der Innenwirkung. Und das ist ein Problem, das ist auch noch ein ungelöstes Problem. Ob man das jetzt noch machen kann, weiß ich nicht, aber es war eine gute Idee, die war aber zu schlecht vorbereitet, weil sie nämlich die unterschiedlichen Bedingungen, gerade in den Staaten mit dezentraler organisierten Energiewirtschaften, und da spielt Italien eine Rolle, spielt Deutschland eine Rolle, spielt Österreich eine Rolle, also mit der OMV ist auch ein ganz spannendes Thema. Das muss man gucken. Ich vermute mal, dass die Chance durch ist. Das ist zu spät, das wird nicht mehr kommen können, das wird uns auch nicht mehr viel nützen. Nur noch mal aus dem Maschinenraum dieser Debatte, wir sind ja an vielen dieser Debatten im Moment beteiligt. Am Ende des Tages sind ja viele dieser Dinge, nicht Dinge, die Staaten machen. Also jetzt zum Beispiel die Sache mit dem Ölembargo und dem Kohleembargo oder dem Gasembargo. Das sind ja Verträge, die sind nicht von Staaten die sind nicht von Staaten abgeschlossen, sondern das sind Verträge, die sind von Unternehmen abgeschlossen. Und jetzt können Staaten Regelungen rausmachen, wenn es gute Verträge sind, dann kann man die als Force Majeure auch ziehen. Wir müssen aber eine Situation vermeiden, dass diese Embargo-Regelungen kommen und die Verträge, die private Unternehmen oder auch öffentliche Unternehmen geschlossen haben, solche Force-Majeure-Klauseln nicht haben. Und das heißt, die landen dann vor Schiedsgerichten in Washington. Und am Ende des Tages muss das Geld dann überwiesen werden, obwohl man kein Öl und Gas mehr bezogen hat. Das sind komplexe Prozesse, das sind hochkomplexe Prozesse. Und was im Übrigen auch für Klimapolitik ein Problem ist. Wenn die deutsche Administration sozusagen überwiegend damit beschäftigt ist, mit einer begrenzten Zahl von Juristen solche Fragen zu lösen, dann können die keine Gesetze für erneuerbare Energien und Wasserstoff und sonst wo schreiben. Ja, also da merkt man dann, und deswegen finde ich diese Debatte über Trägheiten zu reden. Ich halte die Debatte über die Trägheiten, sich zu verständigen, bei Wertschöpfungsketten, bei Infrastrukturen, aber auch bei den institutionellen Kapazitäten, der institutionellen Arrangements, die wir haben, ist eine total wichtige Frage. Wird uns jetzt für die nächsten Monate nicht mehr viel weiterhelfen. Aber wir werden bei anderen Fragen, und die Sache ist mit Russland und der Ukraine nicht zu Ende. Die Resilienzfrage geht weiter. Und dafür müssen wir dann Regelungen finden. Und da kann man dann auch über Einkaufskartelle nachdenken. Aber das sind eben Sachen, die in einer Europäischen Union sehr unterschiedlich strukturierter Mitgliedstaaten nicht so einfach sind, wie sie manchmal aus der Perspektive von Staaten, wo das sowieso ein Unternehmen ist und in staatlicher Hand ist, einfach erscheint. Das ist woanders nicht so doll. Ich will jetzt den deutschen Widerstand da nicht schönreden. Ja? Aber da gibt es eine politische Komponente und die hat auch was mit Schröder und SPD und vielen anderen zu tun, aber eben nicht nur. Es gibt da auch einen rationalen Kern und den muss man ernst nehmen. Und dieses Ernstnehmen ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung für diese Kooperation. Très bien, écoutez, le temps a passé autour de cette intéressante thématique qui nous a rassemblés. Nous avons pu en mettre en évidence justement la grande variété, essayer de réfléchir
à d'éventuelles solutions. Nous avons, et vous nous avez très bien expliqué les avantages et les inconvénients de la centrale d'achat en matière de gaz. Je crois que nous avons compris en tout cas que les solutions qui sont à rechercher eh bien, ne sont pas simplement dans la diversification, non pas seulement des sources, des énergies que nous utilisons déjà, ou dans la multiplication des sources de nouvelles énergies auxquelles on pourrait avoir recours, mais aussi dans le meilleur usage des sources d'énergie dont nous disposons, que cela se développe au niveau de la politique générale, mais aussi des comportements individuels. Et puis, je crois qu'une des thématiques qui s'est développée aussi autour de la production d'énergie sans doute, mais également de ces nouveaux moyens de stockage d'énergie secondaire que sont les batteries, eh bien cela doit se faire dans le cadre de la recherche d'une autonomie qui nous mette justement dans une situation de sécurité au regard d'une trop grande dépendance vis-à-vis de forces extérieures, que ce soit dans le domaine de l'énergie comme avec la Russie ou des matières premières comme éventuellement avec la Chine. Alors une plus grande autonomie, cela signifie de plus grandes barrières, une meilleure protection de l'industrie locale. Cela peut passer par des barrières tarifaires. On a parlé des systèmes anti-dumping contre lesquels Mme Merkel à une époque s'était élevée. Il peut s'agir aussi de subventions à l'industrie nationale. Ce sont donc des moyens de protection, de protectionnisme qui s'opposent effectivement assez largement à la mondialisation à laquelle nous avions été habitués ces dernières années. Cela dit, et c'est la grande différence peut-être avec ce que l'on disait auparavant, et vous avez rappelé des épisodes qui, pour moi, qui est tellement de cheveux blancs maintenant, sont des périodes que j'ai vécues sur les années 70, où on disait tous les jours que la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. C'était le grand motto à l'époque. La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Vous vous en souvenez les uns et les autres. Et donc, eh bien, de cette époque, peut-être que le nationalisme avait, ou en tout cas le protectionnisme aussi de beaux jours devant lui, mais il se développait au niveau national, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt au niveau européen que nous allons le développer, ce qui est donc déjà, eh bien, un certain progressisme. Merci à tous, en tout cas, d'avoir apporté votre expertise ce soir dans cette discussion, ainsi qu'au public pour ces questions qui nous ont permis d'avancer dans la réflexion. Et à bientôt pour une nouvelle édition de cette soirée. Je ne voudrais pas terminer sans avoir remercié également nos traducteurs pour cette belle soirée. Et puis je voudrais aussi inviter tout le monde à descendre dans la cafétéria qui se trouve au sous-sol, où Mme Deussen, en parfaite hôtesse, nous a organisé un petit verre. Très bonne soirée.